Bonsoir et bienvenue à nouveau. Je suis ravi que vous soyez là. Ce soir, nous allons pénétrer dans les vastes salles résonnantes de l'un des plus grands empires de l'histoire, d'une modeste colonie de bergers au bord du Tibre au Forum de marbre de Rome. Des légions marchant à travers les continents aux empereurs enveloppés de pouvoir et de paranoïa. Voici l'histoire de l'Empire romain. Comme toujours, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Et quelle heure est-il chez vous? Que vous soyez allongé dans le noir, les yeux lourds de sommeil, ou que vous vous évadiez tranquillement dans le passé, cet instant vous appartient. Respirez profondément. Installez-vous confortablement. Laissez votre esprit voyager à travers le temps. C'est une histoire qui s'est écrite sur plus de 2000 ans, et ce soir, elle est toute à vous. Commençons. Tout commence à l'ombre du mont Palatin, où la brume s'accroche encore à la terre dans la lumière naissante d'un monde qui n'est pas encore devenu un empire. Le Tibre murmure à travers les basses terres, son courant lent serpentant autour des plaines inondables qui supporteront un jour le poids des forums de marbre, des colonnes imposantes et des palourdes des centurions. Mais pour l'instant, en ce prélude à l'histoire, il n'y a que le doux murmure des vagues qui viennent lécher les berges et le souffle tranquille de la nature sauvage. Avant que Rome ne puisse s'élever, il y avait une histoire. Une légende racontée et répétée jusqu'à ce qu'elle s'enracine si profondément dans le sol italien que même les voix les plus sceptiques ne pouvaient là la déraciner. L'histoire raconte la naissance de jumeaux d'une prêtresse nommée Ria Silvia. Elle était une vestale qui avait fait vœu de chasteté sur ordre de son oncle, le roi Amulius, qui craignait toute remise en cause de son trône. Mais le destin ne peut apparemment pas être évité par décret. Le dieu Mars, enveloppé d'un silence divin, vint la féconder et lui laissa deux fils, Romulus et Remus. Le roi, apprenant leur naissance, ordonna qu'ils soient jetés dans le fleuve. L'ordre fut exécuté. Les jumeaux furent placés dans un panier et laissés pour morts dans les eaux boueuses du Tibre. Mais le fleuve était gonflé et lent à cause des pluies printanières, et le courant déposa le panier en sécurité dans les eaux peu profondes. Là, près des racines d'un figuier, une shéolfe les trouva. Elle n'était pas une créature effrayante comme les histoires ultérieures la dépeindront. C'était une mère qui n'avait pas de petits. Sa fourrure était hérissée et son souffle chaud, et elle emmena les garçons dans sa tanière sous la paletine. Là, elle les allaita et ils survécurent. Le berger Faustulus les trouva plus tard et les emmena chez lui. Les jumeaux grandirent parmi les troupeaux et les champs, inconscients de la lignée qui coulait dans leurs veines. Ils étaient audacieux, têtus et n'avaient pas peur de la lutte. Devenus jeunes hommes, ils apprirent la vérité sur leur lignée et aidèrent leur grand-père à reconquérir le trône qui lui revenait de droit à Alba Longa. Ils auraient pu rester, mais ils ne le firent pas. Quelque chose les attirait vers la nature sauvage près du fleuve. Cette étendue de terre près des 7 collines les appelait, et ils répondirent avec ambition. Ils décidèrent de construire une nouvelle ville. Mais dès le début, Rome fut forgée dans le conflit. Les jumeaux ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur l'emplacement de la première pierre ni sur le choix du dirigeant. Romulus préférait le mont Palatin. Remus préférait l'Aventin. Ils consultèrent les présages. Romulus vit plus d'oiseaux. Remus affirma les avoir vus en premier. La dispute se termina dans le sang. Remus fut tué. Les récits divergent quant à savoir si ce fut Romulus lui-même ou l'un de ses hommes qui commit le meurtre. Mais le résultat fut le même. Un frère survécut. Un frère régna. Le survivant traça une ligne dans la terre, marqua les limites de ses murs et commença à construire. Il déclara que personne ne pouvait franchir la frontière sacrée sans mourir. Le message était clair. La ville serait défendue, même si cela signifiait tuer des proches. La date donnée par la tradition était le 21 avril, 753 ans avant la naissance du Christ. Cette année-là fut mémorable, non pas à cause des pierres ou des frontières, mais à cause de la volonté qui les sous-tendait. Romulus donna son nom à la ville et en devint le premier roi. Autour de lui, la nouvelle ville se développa en cercles approximatifs. Des huttes simples, des palissades en bois et les premiers temples dédiés à des dieux inconnus. Les hommes des tribus voisines furent attirés par cet endroit, et lorsque peu de femmes les suivirent, Romulus orchestra le tristement célèbre enlèvement des Sabines. Au cours d'un festin, les Romains s'emparèrent des filles des Sabins voisins et les forcèrent à se marier. Cet acte fut brutal, mais il unit les deux peuples. Les hommes sabins finirent par se réconcilier, et la ville reprit son expansion. Dans les décennies qui suivirent, Romulus continua à régner, mais la légende raconte que sa fin fut aussi mystérieuse que ses débuts. Un jour, il disparut dans une tempête, emporté dans le ciel. Ses disciples crurent qu'il était devenu un dieu. Que cela fût vrai ou non, sa ville subsista. Rome était née dans la violence, façonnée par l'ambition et revendiquée par la faveur divine. Ce ne serait pas la dernière fois que le mythe et la réalité se confondraient ou que les frontières de l'Empire seraient tracées à l'épée. Mais pour l'instant, ce n'était encore qu'un village au bord d'une rivière, respirant le silence avant que l'histoire ne commence à parler.
La ville fondée par Romulus ne resta pas longtemps un rêve solitaire. Rome grandit non seulement en nombre d'habitants, mais aussi en complexité identitaire. Elle devint une ville où se mêlaient tribus et alliances instables. Un lieu où de nouvelles lois tentaient d'apprivoiser les anciens instincts. Romulus régna en tant que roi jusqu'à sa disparition étrange. Et bien qu'il fût plus tard vénéré comme le dieu Quirinus, son départ laissa un trône vacant. D'autres s'y assièrent. Rome n'était pas encore une république ni un empire. Pendant plus de 200 ans, elle fut gouvernée par des rois. Selon la tradition romaine, 7 rois se succédèrent. Les noms de certains sont gravés dans les fondations de la légende. Le deuxième roi, Numa Pompilius, était un Sabin réputé sage et profondément pieux. Alors que Romulus avait construit des murs et forgé des armes, Numa s'intéressa au temple et au temps. Il façonna le premier calendrier, créa des fonctions sacerdotales et enseigna au peuple à offrir des sacrifices et à maintenir la paix lorsque la guerre n'était pas nécessaire. Les rituels qu'il établit étaient censés avoir été transmis par les dieux eux-mêmes. Que cela soit vrai ou non, le peuple y croyait. La ville devint plus qu'un avant-poste militaire. Elle devint un lieu de rythme et de tradition, une société apprenant lentement le sens de l'ordre. D'autres rois suivirent, chacun laissant des traces qui perdureraient. Tullus Hostilius, troisième des rois, rejeta la paix et se glorifia dans la conquête. Il détruisit la ville rivale d'Alba Longa et transféra ses nobles à Rome, élargissant ainsi le Sénat. Ancus Marcus construisit des ponts sur le Tibre et étendit l'influence romaine vers l'ouest. Rome n'était plus un village. Elle devenait une ville de routes et de rituels, de guerriers et d'artisans, une communauté unie par une ambition commune. La monarchie avait le pouvoir, mais il n'était pas absolu. Un conseil des anciens, le Sénat, conseillait le roi. Le peuple était divisé en tribus et en curies et participait aux assemblées, même si sa voix était faible. Avec le temps, Rome commença à changer plus rapidement. Les 3 derniers rois étaient, dit-on, d'origine étrusque. Les Étrusques vivaient au nord et apportèrent avec eux de nouvelles idées en matière d'ingénierie, de religion et de symbolisme. Sous le règne du roi Tarquin l'Ancien, la construction du Circus Maximus fut commencée. Avec Servius Tullus, la ville fut divisée en districts, des registres de recensement furent tenus et l'armée fut réorganisée en centuries. Servius serait né d'une esclave et aurait accédé au pouvoir grâce à ses mérites. Son règne fut long et marqué par de nombreuses réformes, mais il se termina dans le sang, comme beaucoup d'autres. Il fut assassiné par son gendre, qui allait devenir le dernier roi de Rome. Lucius Tarquinius Superbus, connu sous le nom de Tarquin le Superbe, s'empara du trône non pas par consentement, mais par la force. Il régna avec cruauté et suspicion. Il a aboli de nombreux droits que ses prédécesseurs avaient protégés et a gouverné sans l'accord du Sénat. Ses projets étaient ambitieux, notamment la construction du gigantesque temple de Jupiter Optimus Maximus sur la colline du Capitole, mais ses méthodes étaient impitoyables. Sa chute n'est pas venue d'une bataille ou d'une invasion étrangère, mais de l'intérieur de sa propre maison. Selon la tradition, son fils Sextus Tarquinius a commis un acte brutal contre une noble femme nommée Lucretia. Son suicide public en réponse à cette violation a déclenché l'indignation des principales familles de Rome. L'une d'entre elles, Lucius Junius Brutus, a mené une révolte. Le peuple s'est soulevé. Le roi a été expulsé, sa famille a été chassée et la monarchie elle-même a été déclarée abolie. À sa place, les Romains ont établi une nouvelle forme de gouvernement qui rejetait la royauté et confiait le pouvoir à des magistrats élus par les citoyens. La République était née, même si ses premières années allaient être fragiles. Le souvenir des rois allait perdurer, mélange de respect pour l'ordre et de profonde méfiance envers la tyrannie. Pendant des siècles, aucun Romain n'oserait revendiquer le titre de roi sans s'exposer à la haine et à la rébellion. Ils se souvenaient trop bien de la fin. L'ère des rois les avait façonnés, mais elle leur avait aussi appris ce que le pouvoir pouvait faire lorsqu'il était exercé de manière trop autoritaire. Ainsi la couronne fut brisée et l'épée passa au peuple. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. L'histoire de Rome ne faisait que commencer, mais son rythme était déjà donné. Une gloire née de la violence, une grandeur façonnée par la lutte, et toujours le désir de construire quelque chose qui survivrait à ses fondateurs. La monarchie était tombée et à sa place s'élevait une idée, fragile et non éprouvée, portée davantage par l'espoir que par la certitude. Elle s'appelait une république, une chose publique, une republica. Et elle était conçue non pas pour honorer les rois, mais pour les remplacer par des hommes qui ne détenaient le pouvoir que pendant un instant avant de le rendre. Là où il n'y avait autrefois qu'une seule couronne, il y avait désormais 2 consuls élus chaque année, chacun doté d'une autorité égale, leurs mouvements étant surveillés par la prudence silencieuse de l'autre. Le Sénat restait un organe consultatif composé des anciens de Rome, et des assemblées furent créées pour donner la parole aux citoyens,
même si toutes les voix n'avaient pas le même poids. C'était un système qui semblait ordonné sur le papier, mais le pouvoir réel n'est jamais aussi simple. Et Rome, désormais une république de nom, passa ses premières années à lutter pour déterminer ce que cela signifiait réellement. Le plus grand ennemi de la République, au cours de ces premières décennies, n'était pas Carthage, ni la Gaule, ni une armée lointaine venant de l'Est, mais la tension amère qui couvait entre les patriciens et les plébéiens. Les patriciens étaient les vieilles familles, les propriétaires terriens, ceux dont les pères et les grands-pères avaient conseillé les rois et qui occupaient désormais les rangs du Sénat, convaincus que gouverner était leur droit de naissance. Les plébéiens étaient tous les autres, les agriculteurs, les artisans et les soldats qui versaient leur sang pour la ville, mais se voyaient refuser l'accès aux fonctions publiques, interdits de se marier dans les familles nobles et exclus des lois qui les régissaient. Ces lois n'étaient même pas écrites, seulement orales, gardées comme un langage secret par l'élite. Ainsi, la République, née de la rébellion, se retrouva plongée dans une succession de crises internes. Les plébéiens luttaient pour être reconnus dans un État qui attendait leur loyauté, mais ne leur accordait pas encore l'égalité. La première grande revendication fut rejetée. En 494 avant JC, les plébéiens quittèrent la ville. Ils s'installèrent sur une colline à l'extérieur des murs de Rome et refusèrent d'y retourner tant qu'on ne leur accorderait pas le droit d'être représentés. C'était un acte audacieux, à une époque où l'unité était synonyme de survie, et les patriciens, confrontés à la menace d'une ville sans ouvriers ni soldats, cédèrent. La fonction de tribun de la plèbe fut créée et ces tribuns, sacro-saints et intouchables, furent habilités à protéger le peuple et à opposer leur veto aux mesures injustes du Sénat ou des consuls. C'était une victoire, mais seulement la première d'une longue série. La lutte se poursuivit pendant des générations. Les plébéiens exigèrent que les lois soient écrites, que la justice soit visible, que les privilèges d'une minorité soient contrebalancés par les besoins de la majorité. Avec le temps, ils obtinrent les 12 tables, le premier code de loi de Rome, gravé dans le bronze et exposé dans le forum, afin qu'aucun citoyen, haut ou bas, ne puisse prétendre à l'ignorance ou être lié par des règles invisibles. Ces victoires furent durement gagnées et jamais complètes. Le pouvoir, une fois détenu, est rarement abandonné sans résistance. Les familles patriciennes s'adaptèrent, faisant parfois de petites concessions tout en renforçant leur emprise ailleurs. Les plébéiens eurent accès à de nouvelles fonctions, mais le chemin vers une véritable parité fut long et semé d'embûches. Néanmoins, les fondations étaient posées. Grâce à ses protestations et à sa patience, Rome se transformait en une république non pas parfaite, mais persévérante. Elle apprenait lentement que la stabilité doit être méritée et non héritée, et que la grandeur ne se développe pas dans le silence, mais dans la discussion, la pression et le compromis. Au-delà des murs de la ville, d'autres défis se présentaient. Rome n'était pas la seule cité-État de la péninsule italienne. Elle était l'une parmi tant d'autres, voisine de tribus rivales et de peuples fiers qui ne céderaient pas facilement. Rome combattit les Latins, affronta les Sabins et les Vulli, et apprit le rythme brutal d'une guerre constante. En 390 avant JC, le désastre frappa. Une armée gauloise, venue du nord, descendit sur la ville, et les défenses romaines s'effondrèrent. Le Sénat fut massacré. Selon la légende, les oies sacrées de Junon poussèrent des cris stridents, tandis que les Gaulois escaladaient à la colline de la capitale sous le couvert de l'obscurité. Rome fut pillée, ses rues remplies de feu et de sang, et les survivants payèrent une rançon en or pour acheter la liberté de la ville. C'était une blessure qui ne guérirait jamais complètement. Une humiliation qui renforça la détermination des Romains. Les Romains reconstruisirent la ville à partir de ses cendres. Ils fortifièrent leurs murs, réformèrent leur armée et jurèrent que cette honte ne se reproduirait plus jamais. La République survécut. Elle vacilla et s'adapta, se fractura et se reforma. En l'espace de quelques générations, elle devint une ville qui n'était plus gouvernée par des rois, mais pas encore régie uniquement par la loi. C'était un organisme en constante évolution, un corps politique qui se renforçait en se brisant et en se réparant sans cesse. Ses citoyens discutaient, manifestaient, se rebellaient et servaient. Les légions prenaient forme. Les fonctions se multipliaient. Et le rêve d'une république, dont la forme finale restait encore floue, continuait de battre sous la surface de chaque loi, de chaque épée et de chaque pierre posée dans la ville de Rome en pleine expansion. La ville de Rome ne s'est pas développée parce qu'elle était destinée à le faire. Elle s'est développée parce qu'elle s'est battue. Les collines et les vallées de la péninsule italienne n'étaient pas vides, ni en attente d'être gouvernées. Elles étaient déjà revendiquées par des villes anciennes, et des traditions plus anciennes encore, par de fières tribus montagnardes, des Grecs côtiers et des rois étrusques qui régnaient avant même la naissance de Rome. Rome n'a pas conquis l'Italie d'un seul coup. Elle n'a pas non plus absorbé ses voisins avec la facilité que les poètes ultérieurs prétendront lui attribuer. Elle s'est battue pour chaque kilomètre.
Et l'histoire de l'ascension de Rome, d'une ville en difficulté à la maîtresse de toute l'Italie, est un lent et douloureux récit de guerres qui ont épuisé les armées et remodelé les identités. Chaque bataille a laissé derrière elle les fondations de quelque chose de plus grand que ce qui existait auparavant. Au début, la lutte était une question de survie. Après le sac de la Ligue des cités latines en 390 avant JC, Rome a renforcé ses frontières et a commencé à regarder au-delà. Son expansion initiale n'était pas l'extension méthodique d'un empire, mais une série de conflits enchevêtrés, de représailles, de traités rompus et d'escarmouches territoriales. La Ligue latine, composée de cités qui avaient autrefois été les égales de Rome, s'est rebellée contre la domination romaine. La réponse a été rapide et impitoyable. Rome démantela la Ligue et la remplaça par un nouveau modèle. Chaque ville serait liée uniquement à Rome, sans plus d'alliance entre elles, mais directement liée par des traités, des obligations et des récompenses soigneusement calculées. Ce système n'accordait pas l'égalité, mais offrait l'inclusion. Les villes qui se soumettaient pouvaient conserver leurs gouvernements locaux, leurs dieux et leurs fêtes. En échange, elles fournissaient des soldats. Elles offraient leur loyauté. Et avec le temps, elles se sont soumises. À l'est, les féroces Samnites contrôlaient les montagnes escarpées du centre de l'Italie. Rome et les Samnites s'affrontèrent à maintes reprises dans une série de guerres longues et épuisantes. Les Samnites étaient tenaces et habiles dans la guérilla, tendant des embuscades aux légions romaines dans des vallées étroites et des cols rocheux. Dans l'une des défaites les plus humiliantes de l'histoire romaine, les soldats romains furent contraints de passer sous un joug symbolique après s'être rendus à la fourche de Cordine. La honte persista pendant des années, mais Rome n'oublia pas. Elle se regroupa, se réentraîna et revint. Les guerres samnites s'étendirent sur plusieurs générations, mais le résultat était inévitable. Les armées romaines devinrent plus adaptables, leurs alliances plus solides, leurs réseaux routiers plus perfectionnés. Elles ne se contentaient pas de mener des batailles, elles construisaient des infrastructures pour les prochaines. Rome se tourna ensuite vers le sud, vers les colonies grecques qui parsemaient les régions côtières de la Grande Grèce. Ces villes étaient riches et sophistiquées, fières de leur héritage hellénique et souvent méprisantes envers les nouveaux venus romains venus de l'intérieur des terres. Lorsque l'influence croissante de Rome menaça l'indépendance de la ville de Tarentum, les Grecs firent appel à un sauveur venu de l'autre côté de la mer. Le roi Pius d'Aprusse répondit à l'appel. Descendant des généraux d'Alexandre le Grand, Pius arriva avec des éléphants, des faïences dressées et la confiance de quelqu'un qui avait déjà remporté des guerres. Il affronta les Romains au combat et remporta la victoire. Mais chaque victoire s'accompagnait de pertes dévastatrices. Après plusieurs engagements coûteux, il repensa à ses victoires et déclara qu'un seul triomphe de plus le ruinerait. Sa campagne s'effondra sous le poids de sa propre ambition. Les Romains, battus mais intacts, restèrent. Au milieu du IIIe siècle avant JC, aucune puissance en Italie n'était capable de contester l'autorité de Rome. Les Samnites avaient été soumis. Les villes étrusques avaient été absorbées. Les colonies grecques s'étaient rendues ou avaient été conquises les unes après les autres. Mais Rome n'imposa pas un modèle unique de gouvernance à toute la péninsule. Au contraire, elle mit en place un système hétéroclite de colonies, de traités et de droits de citoyenneté. Certaines villes obtinrent la pleine citoyenneté romaine. D'autres ont obtenu des droits partiels. D'autres encore sont restées officiellement indépendantes, mais liées à Rome par des obligations militaires. Ce système inégal n'était pas une erreur. Il s'agissait d'un dispositif destiné à maintenir les villes fidèles à Rome, mais isolées les unes des autres, incapables d'organiser une résistance unifiée. Avec l'Italie sous son contrôle, Rome disposait de plus de soldats que jamais. Elle avait des routes qui reliaient ses colonies, des légions entraînées par des conflits constants et un sentiment de destin qui grandissait au sein de son peuple comme un feu sous la pierre. Mais l'avenir ne réservait pas seulement un destin. Il y avait aussi la richesse, les opportunités et le danger de l'autre côté de la mer. Au sud, Carthage régnait sur les eaux et les routes commerciales. Ses navires patrouillaient les côtes de la Sicile. Ses marchands s'étendèrent de l'Espagne à l'Afrique du Nord. L'expansion de Rome en Italie l'avait amené aux confins d'une autre puissance mondiale. Les guerres de la péninsule étaient terminées. Les guerres de l'Empire étaient sur le point de commencer. Les guerres d'Italie avaient appris à Rome à endurer, à saigner sans se briser, à unir un peuple, non pas par l'unité de naissance ou de culture, mais par des lois communes, des objectifs communs et la promesse d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Mais de l'autre côté de la mer,
Une autre puissance s'était élevée tout aussi régulièrement, fondée non pas sur des légions, mais sur des voiles, non pas sur la conquête terrestre, mais sur les richesses tirées des profondeurs. La Sebekat, ville de Carthage, se dressait sur la côte nord-africaine. Ses ports remplis de navires marchands et ses murs suffisamment solides pour résister à n'importe quelle armée terrestre. C'était une ville de commerçants et d'amiraux, de marchés et de temples, d'indépendance farouche et d'ambition tranquille. Son influence s'étendait sur toute la Méditerranée occidentale, et pendant un certain temps, Rome et Carthage avaient coexisté dans un état de tolérance lasse, chacune consciente de la force de l'autre, mais se contentant de se développer dans des directions opposées. Cette paix ne devait pas durer. L'île de Sicile, située entre elles, était une terre aux champs riches et aux ports stratégiques, et elle allait devenir l'étincelle qui allait déclencher un siècle de guerre. Au milieu du IIIe siècle avant notre ère, un petit groupe de mercenaires s'empara de la ville sicilienne de Mzana et se retrouva pris entre deux forces plus importantes. Carthage arriva la première, proposant de rétablir l'ordre. Rome, voyant Carthage s'implanter si près des côtes italiennes, ne pouvait ignorer la menace. Le Sénat débat, et avec une certaine réticence, envoie des légions de l'autre côté du détroit. C'était une décision prise avec prudence, mais elle allait entraîner Rome dans sa première véritable guerre au-delà de la péninsule. La première guerre punique avait commencé. C'était un conflit auquel aucune des deux parties n'était pleinement préparée. Carthage dominait la mer, et Rome avait peu d'expérience dans la guerre navale. Mais les Romains, comme toujours, apprirent rapidement. Ils construisirent des navires sur le modèle des vaisseaux carthaginois capturés, formèrent des équipages avec une discipline implacable et mirent au point un dispositif d'abordage appelé corvis, qui transformait les batailles navales en combats au corps à corps, plus familiers aux soldats romains. Pendant plus de 2 décennies, la guerre se prolongea. Rome remporta des batailles, puis perdit des flottes à cause des tempêtes. Carthage riposta avec sa marine supérieure, mais eut du mal à conserver ses territoires à l'intérieur des terres. Les villes changèrent de main, les alliances se modifièrent et l'île de Sicile devint le cimetière de milliers de personnes. Finalement, c'est la résilience de Rome qui l'emporta. En 241 avant JC, après une dernière victoire navale lors de la bataille des îles Égures, Carthage demanda la paix. Rome imposa des conditions sévères. La Sicile devint la première province d'outre-mer de Rome. La République avait dépassé les frontières de l'Italie et revendiqué des terres étrangères comme siennes. Mais la paix avec Carthage était fragile, et le temps n'apaisa pas les tensions. Lorsque Carthage tourna son attention vers l'Espagne, dans l'espoir de reconstruire sa puissance grâce à de nouvelles conquêtes et à des mines d'argent, Rome observa la situation avec méfiance. Les tensions s'intensifièrent à chaque campagne. Le coup fatal ne vint pas de Rome, mais d'un général carthaginois dont le nom allait rester gravé à jamais dans la mémoire des Romains. Hannibal Barca, fils d'un commandant de la Première Guerre, avait fait le serment dans son enfance de ne jamais faire la paix avec Rome. En 218 avant JCC, il mit ce serment à exécution. À la tête d'une armée multinationale venue d'Espagne, Hannibal traversa les Pyrénées, franchit des rivières Zagées et accomplit ce qu'aucun Romain n'aurait cru possible. Il conduisit ses forces à travers les Alpes et descendit en Italie, amenant la guerre au cœur même de la République. Ce n'était pas seulement une invasion, c'était un coup de maître stratégique. L'armée d'Hannibal, malmenée et décimée par les montagnes, réussit néanmoins à remporter bataille après bataille. À la rivière Trebia, au lac Trim, sur l'horrible plaine de Cana, il déjoua les manœuvres des légions romaines et les anéantit. Des dizaines de milliers d'hommes périrent en une seule journée à Cana, un cercle de mort si complet que même les commandants les plus endurcis perdirent espoir. Les villes du sud de l'Italie firent défection. La panique s'empara de Rome. Mais la République ne capitula pas. Elle s'adapta. Sous la direction prudente de Fabius Maximus, Rome évita les batailles ouvertes et harcela les lignes de ravitaillement d'Hannibal. Hannibal resta en Italie pendant plus d'une décennie, invaincu, mais isolé. Une menace que Rome ne pouvait écraser mais devant laquelle elle refusait de s'incliner. Pendant ce temps, Rome combattait ailleurs. En Espagne, de jeunes généraux se sont illustrés. L'un d'eux, Publius Cornelius Scipio, s'est révélé être un brillant commandant. Il a capturé la Nouvelle-Carthage, chassé les forces carthaginoises de la péninsule ibérique et porté la guerre en Afrique du Nord. En 202 avant JC, lors de la bataille de Zama, Scipio et Hannibal se sont rencontrés pour la première et unique fois.
Ce fut un renversement de situation par rapport à Canaan. Cette fois-ci, c'est la stratégie romaine qui l'emporta. Les éléphants d'Hannibal se retournèrent contre lui. Son infanterie, épuisée et en infériorité numérique, ne put résister aux légions romaines. Carthage fut vaincue, Hannibal survécut, mais la guerre était perdue. Rome imposa des conditions encore plus sévères qu'auparavant, dépouillant Carthage de sa flotte et de son indépendance en matière de politique étrangère. Scipion reçut le titre d'Africanicerum, devint la puissance suprême de la Méditerranée occidentale. La deuxième guerre punique avait ébranlé la République dans ses fondements, mais elle avait également prouvé quelque chose d'essentiel sur l'identité romaine. La victoire n'était pas seulement le fruit du génie, elle venait de l'obstination, de la capacité à endurer les catastrophes et à continuer de se battre, d'un système qui pouvait perdre des batailles, mais jamais sa volonté. Rome avait non seulement survécu à Hannibal, mais elle avait également tiré des leçons de son expérience. Et cette connaissance allait façonner la prochaine phase de son ascension. Rome était sortie de la deuxième guerre punique non seulement victorieuse, mais transformée. Elle avait affronté l'un des plus grands généraux de l'histoire, perdu plus d'hommes qu'on ne pouvait en compter, vu ses champs brûlés et ses alliances mises à rude épreuve, et pourtant, elle avait résisté. Mais la République qui régnait désormais n'était plus la même que celle qui avait autrefois lutté pour sa survie dans les collines du Latium. Elle était plus grande, plus confiante et de moins en moins réticente à s'étendre sur des terres étrangères. Les guerres contre Carthage avaient appris à son peuple à voir au-delà de sa propre péninsule. Et ce changement s'accompagna d'une nouvelle soif, non seulement de défense ou de survie, mais aussi de domination. La Méditerranée, autrefois une mer divisée entre des cultures concurrentes et des puissances rivales, commençait désormais à prendre la forme d'un lac romain. La République n'était pas encore un empire, mais elle se comportait comme telle. Les vestiges de la puissance carthaginoise continuaient de vaciller après Zama, mais ils brûlaient faiblement et Rome surveillait de près chaque étincelle. Carthage avait été dépouillée de sa marine, interdite de faire la guerre sans le consentement de Rome et écrasée sous le lourd fardeau des tribus. Pourtant, elle restait une ville commerçante, prospère dans le commerce et riche en agriculture. Pendant une génération, elle paya fidèlement ses dettes et ne représenta aucune menace. Mais la prospérité elle-même devint une source d'irritation. Certains sénateurs romains, estimant que Carthage ne devait pas être autorisé à se relever, le principal d'entre eux était Caton l'Ancien, qui terminait chaque discours, quel que soit le sujet, par le même refrain sinistre selon lequel Carthage devait être détruite. En 149 avant J.C., lorsque Carthage réagit par la force contre un voisin africain en légitime défense, Rome saisit l'occasion. La guerre fut à nouveau déclarée. La troisième guerre punique fut moins une bataille qu'une exécution. Rome envoya une armée non pas pour négocier, mais pour détruire. Carthage résista farouchement, supportant un siège brutal qui dura 3 ans. Les familles moururent de faim. Des incendies faisaient rage dans les rues. Lorsque les forces romaines finirent par percer, elles combattirent maison par maison, réduisant les survivants en esclavage et tuant ceux qui résistaient. La ville fut rasée. Selon la légende, la terre fut ensalée pour empêcher toute végétation de pousser, mais cette partie est peut-être une invention poétique. Cependant, Carthage n'était qu'une partie de l'histoire de la Méditerranée. Alors qu'elle dominait l'Occident, la Grèce et les royaumes hellénistiques régnaient sur l'Orient. La Macédoine, patrie d'Alexandre le Grand, contrôlait autrefois un vaste empire s'étendant jusqu'aux confins de l'Inde. Après sa mort, ses généraux se partagèrent ses conquêtes en royaumes rivaux. Au IIe siècle avant notre ère, ces royaumes exerçaient encore une influence considérable, mais ils étaient également devenus complaisants. Rome, forte de ses victoires à l'ouest, tourna son regard vers l'est. Au début, elle prétendait seulement protéger ses alliés, mais cette protection se transforma rapidement en ingérence, et l'ingérence conduisit à la guerre. Les guerres macédoniennes furent une série de conflits qui permirent à Rome de s'immiscer davantage dans la politique grecque au fil des décennies. Lorsque la Macédoine résista à la pression romaine, la guerre fut déclarée. Lorsque les villes grecques se révoltèrent, Rome répondit par la force. En 146 avant notre ère, la même année où Carthage fut détruite, Rome écrasa également Corinthe, le cœur du commerce grec. Les statues furent pillées, les temples incendiés. Les trésors de la civilisation hellénique furent chargés sur des navires romains et transportés vers l'ouest. La Grèce, qui avait autrefois enseigné l'art et la philosophie à Rome, était devenue une province. La symétrie de cette année-là était impossible à ignorer. En quelques mois, deux puissances anciennes, Carthage à l'ouest et la Grèce à l'est, avaient été réduites à néant. Rome était seule. Ce qui suivit ne fut pas une déclaration officielle d'empire, mais une réalité impériale. Des provinces furent établies en Espagne, en Afrique du Nord, en Grèce et en Asie mineure.
Des gouverneurs furent nommés pour les superviser, certains justes et disciplinés, d'autres corrompus et avides. Les richesses du monde affluèrent à Rome, or, esclaves, épices, œuvres d'art, céréales. Les sénateurs revenaient de campagnes lointaines avec des fortunes inimaginables pour leurs pères. Les villas se multiplièrent dans la campagne italienne. La ville elle-même s'agrandit, sa population augmenta, ses bâtiments s'élevèrent dans le marbre et l'ambition. Le forum se remplit de monuments à la gloire de la victoire. Des triomphes défilèrent dans les rues pour célébrer les généraux qui avaient repoussé les frontières de Rome plus loin que jamais. Pourtant, alors même que Rome maîtrisait la Méditerranée, des fissures commençaient à apparaître sous ses fondations. Les armées changeaient. Autrefois composées de citoyens soldats qui retournèrent chez eux dans leurs champs, elles combattaient désormais dans des contrées lointaines pendant des années. Et ceux qui revenaient trouvaient souvent leurs fermes ruinées ou vendues pour payer des dettes. Les riches s'enrichissaient, achetant des terres, et les exploitant avec des esclaves capturés lors des conquêtes. Les pauvres s'entassaient dans la ville, dépendant des rations de céréales et ressentant du ressentiment envers un système qui semblait ne servir que les puissants. Le Sénat, composé d'hommes qui prétendaient servir la République, ne servait souvent que ses propres intérêts. Rome avait conquis le monde, mais elle commençait à perdre le contrôle d'elle-même. La Méditerranée était calme pour l'instant. Les pirates avaient été balayés. Les puissances rivales avaient été vaincues ou absorbées. De l'Espagne à la Syrie, de la Gaule à l'Égypte, l'ombre de Rome s'étendait largement. Mais cette ombre ne se projetait plus seulement vers l'extérieur. Elle commençait à s'étendre sur la République elle-même. Les guerres à venir ne seraient pas menées outre-mer. Elles seraient menées chez elle. L'Empire s'était développé plus rapidement que son peuple ne pouvait le gérer. Ce qui avait commencé comme une ville d'agriculteurs et de soldats, organisée en tribus et liée par des rituels communs, était devenu un État s'étendant à travers les mers et les déserts. Un État dont les administrateurs ne pouvaient plus voir les frontières depuis le sommet d'une colline. La victoire avait apporté de l'argent, du grain et des esclaves en abondance, mais elle avait également apporté un déséquilibre. La République romaine, si soigneusement conçue pour maintenir la rotation du pouvoir entre les fonctions et les classes sociales, se trouvait vaciller sous le poids de son propre succès. Le Sénat se réunissait et débattait toujours. Les assemblées votaient toujours. Mais derrière les cérémonies, quelque chose était en train de changer. Le fossé entre riches et pauvres s'était trop creusé et commençait désormais à ébranler les fondations de l'État. La campagne fut la première à montrer cette fracture. Lorsque les citoyens romains partaient combattre à l'étranger, ils laissaient derrière eux leurs fermes, leurs familles et leurs moyens de subsistance. Mais pendant qu'ils combattaient, leurs terres étaient souvent saisies par des créanciers ou laissées à l'abandon en leur absence. Les grands domaines, appartenant à des aristocrates qui s'étaient enrichis grâce au pillage de guerre, s'étendaient sur les collines italiennes. Ces latifondia n'étaient pas exploités par des citoyens, mais par des esclaves. Beaucoup d'entre eux avaient été capturés pendant les guerres de Rome, en Grèce, en Espagne et en Afrique. Les agriculteurs libres, qui avaient autrefois constitué l'épine dorsale de la République, rentrèrent chez eux pour se retrouver dépossédés. Sans terre à cultiver et sans avenir à revendiquer, ils affluèrent vers la ville, formant une masse agitée de vétérans et d'ouvriers qui n'étaient plus liés aux anciennes valeurs de la République et qui dépendaient désormais des distributions de céréales et des promesses de politiciens ambitieux qui prétendaient parler en leur nom. C'est dans ce contexte instable qu'intervinrent les frères Tiberius et Gaius, nés dans une famille noble, mais élevés dans un profond sens du devoir envers le peuple, les Grecs croyant que la République pouvait être sauvée si elle revenait à ses racines. En 133 avant J6, Tiberius, en tant que tribun de la plèbe, proposa une réforme agraire audacieuse. Les terres publiques qui avaient été illégalement saisies par les riches seraient redistribuées aux pauvres, donnant ainsi aux citoyens une chance de reconstruire leur vie. Ce plan était fondé sur la loi, mais il fut accueilli avec fureur. Le Sénat, menacé par la perte de ses biens et de son pouvoir, s'y opposa. Tiberius contourna le Sénat. Il présenta ses réformes directement au peuple, remettant en cause les normes de la politique romaine et suscitant l'indignation de l'élite. Lorsqu'il brigua un nouveau mandat de tribun, une initiative considérée comme dangereusement proche de la monarchie, ses ennemis passèrent à l'action. Il fut attaqué et tué lors d'une émeute sur la colline du Capitole. Son corps fut jeté dans le Tibre sans cérémonie. Le message était clair. Rome pouvait tolérer la faim et l'injustice, mais elle ne tolérerait pas que l'on remette en cause ses traditions. 10 ans plus tard, Gasgras reprit la cause de son frère. Il était plus charismatique, plus organisé et encore plus ambitieux. Il proposa un large éventail de réformes, notamment la distribution des terres, la subvention des céréales, l'octroi de la citoyenneté aux alliés italiens et des réformes judiciaires visant à affaiblir le contrôle du Sénat sur les tribunaux. Ces discours attirèrent des foules immenses.
Ses propositions gagnèrent du terrain. Mais une fois encore, la résistance s'intensifia. Le Sénat, désormais plus prudent, ne s'opposa pas directement à lui. Il préféra donner plus de pouvoir à des tribuns rivaux et attendre que l'opinion publique change. Lorsque la violence éclata finalement entre ses partisans et l'État, le Sénat adopta le Sonatus Consultum Ultimum, un décret final autorisant tout recours à la force nécessaire pour protéger la République. Gasse s'enfuit. Entouré sur une pente boisée de l'autre côté du fleuve, il demanda à un esclave de lui ôter la vie avant que l'État ne le fasse. Sa tête fut emportée comme trophée. Ses partisans furent pourchassés et exécutés. Et une fois de plus, la réforme s'était terminée dans le sang. La mort des Grès fut plus qu'une défaite politique. Elle marqua le début d'une nouvelle ère dans la politique romaine, où la violence n'était plus un dernier recours, mais un outil de persuasion. Le Sénat avait montré qu'il était prêt à tuer pour préserver son pouvoir, et les futurs politiciens apprirent à manier la peur avec la même efficacité. De nouvelles figures émergèrent, des généraux qui courtisèrent les masses, des commandants qui promettaient à leurs soldats non seulement un salaire, mais aussi des terres, la gloire et la sécurité en échange de leur loyauté. L'un d'eux était Gaius Marius, un homme d'origine modeste qui s'était élevé grâce à ses exploits militaires. Il réforma l'armée, ouvrant ses rangs aux pauvres sans terre, qui en retour lui devinrent plus fidèles qu'à l'État. Ses victoires en Afrique du Nord et contre les envahisseurs barbares du Nord firent de lui un héros. Son ascension au pouvoir grâce à des consulships répétés fit de lui un avertissement. Les anciennes traditions voulaient qu'aucun homme ne détienne une telle autorité pendant si longtemps. Mais les traditions étaient en train de se briser. Marius avait montré que si le peuple vous soutenait et si les légions vous suivaient, les anciennes règles n'avaient plus d'importance. Peu après, vint Sulla, un aristocrate devenu général. Un homme qui voyait en Marius un rival et dans la République une arme à utiliser. Lorsque le conflit éclata au sujet du commandement d'une campagne militaire dans l'Est, Sulla marcha avec son armée sur Rome même, un acte qui n'avait jamais été accompli auparavant. Il entra dans la ville, non pas en homme d'État, mais en conquérant. Il s'empara du pouvoir, contraignit Marius à l'exil et se nomma dictateur. Lorsque Marius revint, la ville fut à nouveau baignée de sang. Les ennemis politiques furent pourchassés, leurs noms affichés sur des listes publiques, leurs biens confisqués, leurs familles détruites. Lorsque Sulla reprit le contrôle, il fit de même, mais de manière encore plus impitoyable. Il prétendait restaurer la République, mais ses méthodes l'avaient déchiré. Après des années de violence, il se retira de la vie publique, laissant derrière lui un gouvernement techniquement intact, mais spirituellement brisé. La République avait survécu aux guerres puniques, survécu à Hannibal, survécu à des siècles de menaces extérieures, mais elle était désormais en guerre contre elle-même. Les rues n'étaient plus sûres, les élections n'étaient plus honnêtes, le Sénat ne gouvernait plus. Il se contentait de réagir, et quelque part, discrètement et inévitablement, l'idée de Rome en tant que république, de partage du pouvoir et de gouvernance citoyenne, commençait à s'estomper. Le peuple avait commencé à se tourner non pas vers la loi, mais vers les plus forts. Il cherchait quelqu'un qui pourrait ramener l'ordre, même si cela impliquait une couronne. Au milieu des promesses non tenues de la République et du sang qui avait imprégné les pierres du Forum, une nouvelle figure commença à émerger. Son nom résonnait déjà dans les oreilles des Romains depuis des générations. César, un nom issu d'une noble maison patricienne, un nom qui revendiquait des dieux anciens et des ancêtres royaux. Mais pendant la majeure partie de sa jeunesse, Jules César n'avait guère plus qu'un nom et de l'ambition. Il avait grandi dans l'ombre des purges politiques, vu ses alliés succomber aux prescriptions de Sylla et appris que le pouvoir à Rome ne venait pas de la tradition, mais du timing, de l'influence et surtout du risque. Il était charmant, éloquent, brillant et infatigable. Il étudia la rhétorique, maîtrisa le droit, servit dans l'armée et gravit tous les échelons de la vie politique romaine avec une soif calculée, aussi délibérée que patiente. Il considérait la République non pas comme quelque chose de sacré, mais comme un jeu, et il avait l'intention de le gagner. César s'aligna sur le Parti populaire, la faction qui prétendait représenter le peuple, bien que nombre de ses champions fussent eux-mêmes des aristocrates. Il courtisa les pauvres des villes avec des promesses de réforme, divertit les masses avec des jeux et cultiva une image qui alliait humilité et grandeur. Mais il ne s'éleva pas seul. Rome n'était plus un endroit où un homme pouvait réussir sans alliés. César forma une alliance politique avec deux des figures les plus puissantes de l'époque. Chacun avait ses propres besoins. Ensemble, ils avaient l'intention de contrôler Rome dans l'ombre. En 59 avant J.C., César fut élu consul. Il utilisa sa position pour faire passer des lois qui favorisèrent ses alliés et remettaient en cause l'autorité du Sénat. La vieille garde était furieuse, mais elle ne pouvait l'arrêter. À la fin de son mandat, il obtint un commandement militaire en Gaule,
Cette vaste contrée sauvage qui s'étendait au-delà des Alpes et abritait des dizaines de tribus qui résistaient depuis longtemps à la domination romaine. S'ensuivit l'une des campagnes les plus remarquables de l'histoire romaine. Pendant près d'une décennie, César combattit et conquit la Gaule, battant coalition après coalition, traversant des fleuves, construisant des fortifications et soumettant la région à la volonté de Rome. Il traversa la Manche pour se rendre en Grande-Bretagne, à la limite du monde connu, et revint avec des récits qui ne firent que renforcer sa légende. Il rédigea des comptes rendus détaillés de ses campagnes et les envoya à Rome, où ils furent lus à haute voix comme des épopées. Le peuple l'aimait, ses soldats l'adoraient, ses ennemis le craignaient, et pendant tout ce temps, il devint plus puissant que n'importe quel Romain avant lui, sans porter de couronne. Mais le pouvoir ne peut être partagé indéfiniment. Cross mourut au combat à l'Est en tentant d'égaler la gloire de César. Pompée, resté à Rome, devint distant et méfiant. Le Sénat, dirigé par les rivaux de César, chercha à le destituer de son commandement et à le traduire en justice. Il craignait ce qu'il était devenu. Il craignait ce qu'il pourrait faire. César reçut l'ordre de retourner à Rome, mais seulement s'il laissait son armée derrière lui. C'était une ligne tracée non pas par la loi, mais par la peur. Et César, qui savait mieux que quiconque que c'était en franchissant les limites que l'on revendiquait le pouvoir, prit sa décision. En 49 avant JC, il conduisit son armée à travers le Rubicon, un cours d'eau peu profond qui marquait la frontière entre sa province et l'Italie proprement dite. C'était un acte de trahison. C'était aussi une déclaration. Il avait choisi la guerre civile plutôt que la soumission. Selon la tradition, alors qu'il traversait le fleuve, il prononça des mots qui allaient résonner pendant des siècles. Les dés sont jetés. Rome sombra dans le chaos. Pompée s'enfuit vers l'est, rassemblant une armée en Grèce. César le poursuivit à travers la mer. Les deux hommes qui avaient autrefois été alliés se retrouvèrent face à face sur le champ de bataille. À Pharsale, en 48 avant JC, les forces de César écrasèrent celles de Pompée, malgré leur infériorité numérique. Pompée s'enfuit en Égypte, où il fut assassiné par une cour locale qui espérait ainsi plaire aux vainqueurs. César arriva peu après et se vit présenter la tête coupée de Pompée. Il ne sourit pas, il pleura. Personne ne pouvait dire avec certitude si c'était par chagrin ou par stratégie. Il s'attarda en Égypte, s'impliquant dans les luttes dynastiques des Ptomies et s'alliant à Cléopâtre, une reine brillante et charismatique qui allait devenir sa maîtresse et la mère de son seul fils connu. Ensemble, ils voyagèrent sur le Nil. Ensemble, ils rêvèrent de ce que l'avenir leur réservait. Lorsque César revint à Rome, il n'y avait plus personne pour s'opposer à lui. Il fut nommé dictateur, d'abord pour 1 an, puis pour 10 ans, puis à vie. Il réforma le calendrier, redonna vie au Sénat avec de nouveaux membres, planifia des colonies pour les vétérans et introduisit des lois visant à alléger la dette et à contrôler l'approvisionnement en céréales. Il refusa d'agir comme un roi mais accepta des honneurs qui brouillaient la différence. Des statues furent érigées. Son image fut imprimée sur des pièces de monnaie. Il s'asseyait sur un siège doré au Sénat, portait une robe pourpre et n'avait de comptes à rendre qu'à lui-même. La République n'était plus qu'un souvenir, et dans ce souvenir, le ressentiment grandissait. Le 15 mars, jour du mois romain, en 44 avant JC, César entra dans la salle du Sénat, inconscient ou refusant de croire au danger qui l'attendait. Un groupe de sénateurs, dont beaucoup étaient d'anciens alliés, se rassembla autour de lui, les mains armées de couteaux dissimulés. Ils le poignardèrent à plus de 20 reprises. Il tomba au pied d'une statue de Pompée, l'homme qu'il avait autrefois vaincu, et mourut sans laisser de dernière parole que l'histoire puisse confirmer. Les conspirateurs pensaient avoir sauvé la République. Au contraire, ils lui infligèrent le coup de grâce. La mort de César ne rétablit pas l'ordre ancien. Elle détruisit le peu qui en restait. Rome allait à nouveau saigner, non pas pour des questions de politique ou de droit, mais pour savoir qui régnerait sur les ruines qu'il avait laissées derrière lui. Dans les semaines qui suivirent l'assassinat de César, les rues de Rome se remplirent de murmures et d'inquiétudes. Les conspirateurs avaient cru que la République reprendrait vie, mais celle-ci ne respirait plus d'elle-même. Elle était devenue un souvenir fragile, trop meurtri par des années de corruption et de violence pour se reconstituer simplement parce qu'un tyran était tombé. Le Sénat n'avait aucun plan pour l'avenir après la mort de César. Le peuple, choqué et incertain, ne se réjouissait pas. Il était en deuil. Il afflua vers le forum où Marc-Antoine, général loyal de César et collègue consul, se tenait devant lui, la voix enflammée et les yeux remplis de chagrin. Il lut le testament de César à haute voix. Il nomma l'héritier de César. Il leur montra la toge ensanglantée. Et à chaque mot, la foule passa de la confusion à la fureur. Rome ne se souleva pas pour restaurer la République. Elle se souleva pour venger César. L'homme désigné dans le testament de César comme son fils adoptif et successeur politique n'était ni un général célèbre, ni un sénateur chevronné. C'était un adolescent.
Il s'appelait Gaius Octavius. Au moment de la mort de César, il était en Grèce où il terminait ses études, sans se distinguer particulièrement. Mais lorsqu'il apprit la nouvelle et le nom désigné, il n'hésita pas. Il traversa la mer, entra dans Rome avec une confiance tranquille et commença à rassembler des alliés. Il était jeune mais pas stupide. Il n'attaqua pas le Sénat. Il ne cria pas et ne se vanta pas. Il négocia. Il observa. Il attendit. Et lorsque le moment fut venu, il s'allia à Marc-Antoine et Marcus Lepidus pour former une nouvelle alliance au pouvoir, un second triumvirat auquel l'État conféra le pouvoir légal d'écraser les assassins et de rétablir l'ordre. Ensemble, ils traquèrent Brutus et Cassius, les chefs de la conspiration, et les vainquirent lors de la bataille de Philippe en 42 avant J.C. Les hommes qui avaient tenté de sauver la République mirent fin à leur jour de leurs propres mains sur un champ de bataille lointain, loin de la ville qu'ils avaient espéré préserver. Mais aucune alliance à Rome n'était faite pour durer. Octave et Antoine se retournèrent bientôt, l'un contre l'autre, leur rivalité devenant plus dangereuse à chaque province qu'ils revendiquaient. Antoine s'installa à l'est, où il tomba davantage sous l'influence de Cléopâtre. Leur union était à la fois romantique et politique, ce qui suscita une profonde méfiance à Rome. Octave resta à l'ouest, consolidant son pouvoir, se présentant comme le gardien de la tradition romaine et se préparant discrètement à l'inévitable confrontation. Le Sénat, las de la guerre civile et avide de stabilité, soutint l'homme qui promettait de défendre les valeurs romaines. En 31 avant notre ère, les deux camps s'affrontèrent en mer près du promontoire d'Actium. Les forces d'Octave l'emportèrent. Antoine et Cléopâtre se retirèrent en Égypte, où ils moururent plus tard de leurs propres mains, plutôt que d'affronter l'humiliation de la capture. Avec leur mort, le dernier obstacle fut levé. Octave se retrouva seul, mais il ne se proclama pas roi. Il connaissait trop bien Rome. Au lieu de cela, il accepta les honneurs accordés par le Sénat, leur permit de le couronner de nouveaux titres et prétendit seulement restaurer la République. En 27 avant J.C., il prit le nom d'Auguste, qui signifie le vénéré. Il se présentait comme un prince, le premier citoyen, un homme du peuple, un serviteur du Sénat. Mais en réalité, son pouvoir était absolu. Le Sénat agissait sous ses ordres. Les armées lui jurèrent allégeance. Les provinces répondaient à ses gouverneurs et le peuple, las du chaos, l'accueillit à bras ouverts. Il n'était pas le destructeur de la République, il en était la transformation. Sous Auguste, Rome entra dans une période de paix et de prospérité remarquable. Elle sera plus tard appelée la Pax Romana, la paix romaine. Une époque où les frontières étaient sécurisées, le commerce florissant et les villes de l'Empire s'épanouissaient sous la protection de la loi et de l'ordre romain. Auguste réforma le système fiscal, renforça les frontières, construisit des routes et des aqueducs et protégea les arts. Il remplit la ville de marbre comme il l'avait promis et fit de Rome non seulement une capitale politique, mais aussi le cœur brillant d'un empire. Il remodela l'armée en une force professionnelle loyale à l'État et non à des généraux individuels. Il créa la garde prétorienne pour protéger sa personne et maintenir la sécurité dans la capitale. Il régna pendant plus de 4 décennies, suffisamment longtemps pour qu'une génération entière grandisse sans connaître d'autres souverains que lui. Mais sous cette apparence calme, la structure qu'il avait construite restait fragile. Sa succession n'avait jamais été clairement réglée. Il n'avait pas de fils survivants. Il adopta des parents, planifia sa succession, mais vit beaucoup d'entre eux mourir avant lui. Finalement, il choisit son beau-fils Tibère, un homme compétent mais sombre, qui n'avait pas son charisme. Auguste vécut néanmoins assez longtemps pour préparer la transition. À sa mort en 14 après J.C., le Sénat le déclara Dieu. Des temples furent érigés en son nom et l'empire qu'il avait façonné resta solide. La République avait disparu, sauf dans son nom, remplacé par quelque chose de nouveau, de plus durable. Le peuple n'avait pas résisté. Il avait accepté le compromis. Le chaos contre l'ordre, la violence contre la stabilité, le vote contre une voix qui pouvait encore être entendue même si elle n'était plus décisive. Rome était passée de l'ère des citoyens à celle des empereurs. Et le monde, des collines poussiéreuses de Judée aux côtes balayées par les vents de Britannia, répondait désormais à la volonté d'un seul homme. À sa mort, Auguste laissa derrière lui plus qu'une ville de marbre et un empire de province. Il laissa derrière lui une question qu'aucun Sénat ne pouvait résoudre et à laquelle aucune loi ne pouvait répondre correctement. Qui allait régner ensuite ? La République avait toujours choisi ses dirigeants en théorie, mais l'empire construit par Auguste ne pouvait se permettre un vide du pouvoir ou une élection contestée. Les soldats avaient besoin d'ordre, les gouverneurs avaient besoin de directives, les frontières avaient besoin d'être défendues. Et le peuple, désormais habitué à des décennies de calme, avait besoin d'un nom à placer au sommet de ses prières et de ses pétitions. Ce nom devint
Tibère, un homme qui n'avait pas cherché le pouvoir, mais l'avait accepté par devoir et par héritage. Il était le beau-fils d'Auguste, un général chevronné et un homme au tempérament prudent. Là où Auguste était charmant et visionnaire, Tibère était fermé et froid, plus à l'aise avec les grades militaires qu'avec les applaudissements du Sénat, mais il comprenait les rouages de l'Empire et le maintenait avec discipline. Sous Tibère, le système construit par Auguste resta intact. Les provinces restèrent ordonnées. Les légions restèrent loyales. Les impôts furent collectés, les routes entretenues, les lois appliquées. Pourtant, dans la capitale, la suspicion commença à s'installer. Tibère ne faisait confiance qu'à peu de personnes et s'entourait d'informateurs et d'espions. Il comptait beaucoup sur la garde prétorienne, en particulier sur son commandant, Sadjanis, qui devint assez audacieux pour croire qu'il pourrait un jour régner lui-même. Lorsque Tibère se retira de la vie publique et s'installa sur l'île de Capri, Sylvanus gouverna en son absence, exécutant ses rivaux et consolidant son pouvoir jusqu'à ce qu'il soit lui aussi finalement démasqué et tué. Les dernières années du règne de Tibère furent marquées par la peur et l'incertitude, non pas pour les provinces, mais pour la classe politique de Rome elle-même. Le Sénat s'inclina, le peuple garda le silence et l'Empire attendit. Lorsque Tibère mourut en 37 après JBC, le trône passa à son petit-neveu, un jeune homme nommé Gas, que le monde allait connaître sous le nom de Caligula. Son enfance avait été marquée par l'ombre et le sang. Son père, le général Germanicus, très aimé, était mort jeune dans des circonstances suspectes. Sa mère et ses frères avaient été exécutés ou exilés par Tibère. Caligula survécut en cachant ses pensées et en apprenant à plaire aux puissants. Lorsqu'il devint empereur, le peuple se réjouit. Il était jeune, beau et fils d'un héros. Pendant les premiers mois, son règne semblait plein de promesses. Il gracia des prisonniers, accorda des primes aux soldats et organisa des jeux somptueux. Mais quelque chose changea. Que ce soit à cause de la maladie, de la pression ou d'années de traumatisme refoulés, l'esprit de Caligula commença à se détériorer. Il s'est déclaré Dieu vivant, s'est habillé en Jupiter, a exigé d'être vénéré et a traité le Sénat avec un mépris ouvert. Sa cruauté était théâtrale et implacable. Il exécutait pour le plaisir, dépensait des fortunes en quelques jours et ne gouvernait pas avec raison, mais avec spectacle. Après 4 ans, il a été assassiné par des membres de sa propre garde. Sa mort a semé le chaos jusqu'à ce que la garde prétorienne trouve son oncle caché derrière un rideau et le proclame empereur. Le Sénat était stupéfait, mais il n'a pas résisté. Claudius était un souverain improbable. Il était studieux, maladroit, et souffrait d'un bégaiement qui avait longtemps conduit les autres à le rejeter. Mais sous cette apparence se cachait un esprit vif, un amour de l'histoire et une patience méthodique. Il accepta le rôle d'empereur non par ambition, mais par nécessité. Une fois au pouvoir, il gouverna avec soin. Claudius étendit l'empire en conquérant la Bretagne, ajoutant ainsi un nouveau joyau à la couronne de Rome. Il réforma la bureaucratie, améliora le système judiciaire et accorda la citoyenneté à plus de provinciaux que n'importe quel empereur avant lui. Cependant, il se maria de manière imprudente, et ses dernières années furent assombries par les intrigues de palais. Sa dernière épouse, Agrippine la Jeune, s'assura que son fils issu d'un précédent mariage lui succéderait. Selon de nombreux témoignages, elle empoisonna Claude pour précipiter cette succession. Que cela soit vrai ou non, le résultat fut le même. En 54 après JC, son fils Néron devint empereur. Néron était jeune, théâtral et avait été élevé dans un environnement politique et paranoïaque. Pendant un certain temps, il régna sous la houlette de conseillers avisés tels que Sénèque. Mais cet équilibre fut rapidement rompu. Néron ne souhaitait pas gouverner, mais se produire sur scène. Il chantait, participait à des courses de chars et se considérait davantage comme un poète et un artiste que comme un homme d'État. À ses yeux, Rome était un théâtre et lui en était la vedette. Lorsqu'un incendie gigantesque ravagea une grande partie de la ville en 64 après JC, Néron se concentra davantage sur la reconstruction à son image que sur l'aide aux victimes. Il fit construire un palais grandiose sur les ruines, avec un lac artificiel et une statue colossale à son effigie. Il attribua la responsabilité de l'incendie aux chrétiens, une secte, minoritaire et impopulaire à l'époque, et lança une persécution brutale. S'ensuivirent des exécutions, des tortures et des crucifixions. Beaucoup furent organisés comme des divertissements publics. Son règne devint de plus en plus erratique avec le temps. Il tua sa mère, ses épouses et tous les sénateurs qu'il jugeait déloyaux. Finalement, les provinces se rebellèrent. Les légions se rallièrent à d'autres dirigeants. Néron, abandonné et seul, quitta la capitale et se suicida. Il avait 30 ans. Avec la mort de Néron, la dynastie des Julio-Claudiens prit fin. La lignée qui avait commencé avec Auguste et s'était poursuivie avec Tibère, Caligula, Claude et Néron était terminée. Ce qui restait, c'était l'Empire lui-même, qui n'était pas lié à une famille, mais qui subsistait. Le Sénat s'empressa de combler le vide.
L'armée chercha à se renforcer. Le peuple retint une fois de plus son souffle. Mais le système impérial, malgré tous ses défauts et sa fragilité, avait survécu. Le trône pouvait être vacant, mais l'Empire ne s'effondrerait pas. Pas encore. L'idée de Rome était devenue trop grande, trop profonde, trop nécessaire. Elle allait perdurer, portée par les empereurs qui se succéderaient, chacun laissant son empreinte sur le marbre qu'Auguste avait autrefois promis. Après la mort de Néron, Rome entra dans une année d'incertitude. On l'appela l'année des 4 empereurs, une période chaotique de guerre civile et d'allégeances changeantes, où les généraux de tout l'Empire revendiquèrent le trône grâce à la volonté de leurs soldats, plutôt qu'au vote du Sénat. L'Empire était devenu trop vaste pour être gouverné depuis une seule ville sans le soutien des légions. Galba fut le premier à s'emparer du pouvoir, mais il ne bénéficiait pas de la faveur de l'armée et fut rapidement renversé. Où lui succéda, puis Vitalius, chacun régnant pendant quelques mois avant d'être tué ou destitué. Le sang coulait dans les rues et dans les provinces lointaines, tandis que l'Empire tremblait sous le poids de sa propre incertitude. Mais de cette agitation émergea un homme qui allait rétablir la stabilité, non par la terreur ou le charme, mais par la discipline et la clarté. Il s'appelait Vespasien, et avait passé sa vie au service de l'État, gravissant les échelons de la hiérarchie militaire sans se faire d'illusions sur le pouvoir ou l'héritage. Il n'était pas issu de la noblesse et n'était pas animé par l'ambition courtoise. Il était pragmatique, expérimenté et las du chaos. Sous son règne, Rome commença à se relever. Vespasien fonda la dynastie des Flaviens et reconstruisit ce qui avait été endommagé par les excès de Néron et les incendies de la guerre civile. Il rétablit l'ordre financier, lança des projets de construction publique et privilégia la compétence plutôt que la lignée dans les nominations aux postes d'autorité. C'est sous son règne que le Colisée commença à s'élever au cœur de Rome, monument à la fois spectaculaire et symbole de la puissance impériale. Ses fils Titus et Domitien lui succédèrent à tour de rôle. Titus, dont on se souvient pour sa gentillesse et sa détermination, régna pendant l'éruption du Vésuve et la destruction de Pompéi et d'Herculanum. Domitie, plus autocratique et méfiant, régna plus longtemps, mais fut assassiné par sa propre cour. La dynastie prit fin avec sa mort, mais la structure de l'Empire, désormais renforcée et administrée de manière plus sûre, perdura. Le Sénat, dans un rare accord avec l'armée, choisit un successeur, non pas parmi les membres de la famille, mais en fonction du mérite. Ce choix marqua le début de ce que les historiens appelleront plus tard l'ère des 5 bons empereurs. Le premier d'entre eux fut Nerva, un sénateur âgé sans enfant et sans illusion d'un règne éternel. Il gouverna avec modération, rétablit une partie de l'autorité sénatoriale et, surtout, adopta un successeur compétent. Cet homme était Trajan, un général d'origine espagnole dont le leadership allait mener Rome à son apogée territorial. Trajan était audacieux et ambitieux, aimé des légions et infatigable dans sa quête de conquête. Il marcha vers l'est, vainquit les Déians et s'empara de leurs mines d'or. Il étendit l'influence romaine profondément dans le Proche-Orient, capturant l'Arménie, la Mésopotamie et atteignant le golfe Persique. Sous son commandement, l'Empire s'étendait des côtes de l'Atlantique au désert d'Arabie. Des forêts de Britannia aux confins du monde indien, son ampleur dépassait tout ce qu'un Romain avait jamais imaginé. Et Trajan se tenait en son centre, admiré non seulement pour ses victoires, mais aussi pour son équité et sa dignité. À la mort de Trajan, son fils adoptif Adrien lui succéda. C'était un homme intelligent et infatigable, plus intéressé par la sécurisation des frontières de l'Empire que par leur expansion. Il abandonna certaines des conquêtes orientales de Trajan, comprenant qu'un empire trop vaste s'effondrerait de l'intérieur. Il voyageait sans cesse, inspectant les villes et les forteresses, mettant en œuvre des réformes, commandant des travaux architecturaux et promouvant la culture grecque parallèlement à la tradition romaine. Dans les contrées sauvages du nord de la Bretagne, il ordonna la construction d'un vaste mur pour repousser les tribus pictes. Le mur d'Adrien devint un symbole non pas de conquête, mais de stabilité. Il considérait l'Empire non pas comme un champ de bataille, mais comme une communauté, et il gouvernait dans une perspective à long terme. Il était connu pour sa curiosité, son mécénat artistique et sa tristesse permanente. Il mourut sans laisser de fils, mais il choisit son héritier avec soin. Antonin le Pieux lui succéda, peut-être le plus pacifique des empereurs. Son règne ne connut aucune guerre majeure, aucune grande rébellion, aucun spectacle dramatique de cruauté ou de chaos. Il régna d'une main calme et ferme, affinant la loi, soutenant l'éducation et renforçant les liens entre Rome et ses provinces. Il est resté en Italie gérant l'Empire depuis le centre plutôt que de parcourir ses confins. Son règne est devenu un souvenir doré pour les générations futures, une époque de simplicité et de décence. À sa mort, l'Empire est passé à Marc Aurèle, le dernier des 5. Marc était un philosophe,
un penseur formé à la tradition stoïcienne, un homme qui croyait profondément au devoir et à la nature éphémère de la vie humaine. Mais il n'a pas régné dans la paix, mais dans la crise. Les invasions se multiplièrent au-delà du Danube. Des épidémies balayèrent les villes. Les légions combattirent sans relâche pour défendre les frontières. Marc Aurèle ne recula pas devant ces épreuves. Il voyagea avec ses armées, partagea leurs difficultés et rédigea ses réflexions dans les moments de calme entre les campagnes. Ses écrits, rassemblés plus tard sous le titre Méditation, révèlent un homme accablé par le pouvoir, mais toujours dévoué à son service. Il considérait l'Empire comme une épreuve de caractère et non comme un simple trône à occuper. Son règne fut long et difficile, mais il ne vacilla jamais. Ensemble, ces 5 empereurs créèrent une ère d'équilibre rare. L'Empire n'était pas gouverné par l'héritage ou le caprice, mais par des dirigeants choisis qui plaçaient de la stabilité au-dessus de la vanité. Le Sénat conservait son respect. Le peuple était nourri. Les provinces étaient protégées. Rome était devenue une civilisation non seulement de conquête, mais aussi de droit, d'architecture, de philosophie et de culture. Elle avait atteint son apogée. La machine fonctionnait sans heurts, mais tous les âges d'or ne se terminent pas dans le feu, mais dans le silence. Lorsque Marc Aurèle mourut en 180 après JAC, il fit ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait fait, il donna l'empire à son fils. Ce fils était Commode, et avec cette décision, la longue ascension de Rome allait commencer à s'inverser. Vivre dans l'Empire romain pendant la Pax Romana, c'était vivre dans le calme entre 2 tempêtes. C'était une époque où le monde semblait entier, comme si ses contours avaient été cousus ensemble par les routes romaines et le droit romain. Comme s'il n'y avait plus aucune terre à conquérir, aucune mer à dompter. Cette paix qui dura près de 2 siècles, de l'ascension d'Auguste à la mort de Marc Aurèle, n'était pas sans ombre. Il y avait des escarmouches le long des frontières, des révoltes dans des coins oubliés, des épidémies de peste et de la pauvreté. Mais pour la plupart des habitants du vaste empire, cette période était aussi proche de l'ordre que n'importe quelle civilisation avait jamais connu. La Pax Romana n'était pas la paix au sens moderne du terme. C'était un calme imposé par les légions, un équilibre maintenu par la discipline, une tranquillité qui ne venait pas de la bienveillance, mais du pouvoir. Et pourtant, pour ceux qui vivaient dans son ombre, elle était réelle. L'Empire s'étendait sur plusieurs continents. Il s'étendait des côtes rocheuses de l'Hispanie aux sombres forêts de Germanie, des falaises balayées par le vent de Britannia à la chaleur des déserts égyptiens. Il touchait les montagnes d'Arménie, les oliveraies de Grèce, les marchés de Syrie et les côtes de l'Afrique du Nord. Plus de 50 millions de personnes vivaient sous sa bannière. Il parlait des dizaines de langues, vénérait des centaines de dieux et suivait des coutumes qui existaient déjà avant la naissance de Rome. Et pourtant, grâce à un réseau complexe de gouverneurs, de magistrats, de postes militaires et de routes commerciales, Rome réussit à apporter une étrange unité à tout cela, non pas par l'effacement, mais par l'absorption. L'Empire n'a pas effacé les traditions locales. Il les a souvent laissées vivre tant que les impôts étaient impayés, que la loyauté était accordée et que la rébellion restait loin des rues. La vie dans les villes était rythmée par le bruit et la structure. Rome elle-même était devenue une capitale bondée de marbre et de fumée, remplie de thermes, de temples, d'amphithéâtres et d'immeubles qui s'appuyaient les uns contre les autres comme des soldats épuisés. Les pauvres vivaient dans des immeubles de plusieurs étages appelés insuli, bondés de familles qui cuisinaient sur des feux ouverts et allaient chercher de l'eau aux fontaines publiques. Les riches vivaient dans de vastes villas entourées de mosaïques, de fontaines et de cours. Leurs murs étaient recouverts de fresques racontant des histoires de dieux et de héros. L'air était imprégné d'odeurs d'huile et de cendres, de vin et de sueur, d'épices provenant de ports lointains et d'encens provenant d'une douzaine de temples. Les marchands criaient leurs prix sur les marchés. Les écoliers récitaient Virgile dans des cours poussiéreuses. Les sénateurs traversaient des portiques ombragés, vêtus de longues robes, le visage marqué par le poids des rituels. C'était un monde d'ordre et d'ambition où le rang social déterminait chaque regard et chaque geste. Dans les provinces, la vie était variée. Certaines villes ressemblaient à des miniatures avec leurs forums et leurs aqueducs, leurs arches et leurs routes pavées. En Gaule, la culture romaine se mêlait aux traditions celtiques. En Égypte, les temples antiques côtoyaient les garnisons romaines. En Judée, les tensions couvaient sous la surface, les coutumes locales entrant en conflit avec les exigences impériales.
Mais partout, l'infrastructure de Rome suivait. Des routes durables étaient construites, reliant des régions éloignées, dans un réseau de pierres qui permettait aux légions de marcher rapidement et aux messages de voyager plus loin que jamais. Des navires s'y transportaient du grain d'Alexandrie pour nourrir la capitale. L'huile d'olive venait d'Hispanie, la soie venait de l'Est, traversant déserts et empires. Il y avait des impôts et des dîmes, des poids et des mesures, des contrats et des tribunaux. Même le temps lui-même se pliait à la précision romaine, mesurée selon un calendrier qui portait les noms des empereurs. La religion était omniprésente. Les anciens dieux Jupiter et Mars régnaient encore en nom, mais les cultes mystérieux et les divinités orientales gagnaient en popularité. Les gens vénéraient Isis d'Égypte, Mithrise de Perse, et de nouvelles croyances qui promettèrent le salut et l'éternité. L'une d'entre elles, le christianisme, encore modeste et dispersé, avait commencé à se répandre discrètement de village en village, porté par des lettres, des rumeurs et des convertis qui croyaient que la grandeur de l'Empire ne pouvait rivaliser avec la puissance d'un dieu souffrant. Pour l'instant, elle restait clandestine, tolérée ou ignorée par la plupart, parfois persécutée lorsqu'elle menaçait l'harmonie de la tradition. Mais elle ne resterait pas éternellement dans l'ombre. L'éducation prospérait dans les villes. Les garçons de haut rang étaient formés à la rhétorique, à la logique et au droit. Leur avenir s'orientait vers la vie publique ou les débats juridiques. Les filles étaient pour la plupart éduquées à la maison, élevées pour le mariage, bien qu'il y eût des exceptions dans les familles plus aisées. La littérature était lue à haute voix sur les places publiques, les philosophes se réunissaient dans des cours ombragés, les textes médicaux passaient de main en main, les arts prospéraient non seulement dans les statues de marbre et les sculptures des temples, mais aussi dans la décoration des maisons, dans la musique jouée lors des banquets, dans les histoires chuchotées à la lueur des bougies. Les ingénieurs romains construisaient des aqueducs qui transportaient l'eau douce par-delà les montagnes. Ils construisaient des ponts et des théâtres, des basiliques et des forteresses. Leurs outils étaient simples, mais leur vision était vaste. Pourtant, malgré toute cette structure, la hiérarchie était claire. La plupart des habitants de l'Empire ne vivaient pas dans l'opulence, mais dans le labeur. Les agriculteurs travaillaient la terre pour des propriétaires qu'ils rencontraient rarement. Les artisans luttaient pour survivre dans des villes surpeuplées. Les esclaves, qui se comptaient par millions, effectuaient toutes sortes de tâches, des travaux ménagers à l'exploitation minière en passant par l'éducation. Un esclave pouvait naître en esclavage, être capturé pendant la guerre ou vendu par pauvreté. La liberté était possible, mais pas garantie. L'Empire était une pyramide de privilèges, dont le poids reposait sur les épaules de nombreux individus. Pourtant, cela fonctionnait, cela tenait. Cela a duré plus longtemps que tout autre système de ce type. Pendant près de 200 ans, sous de bons et de mauvais empereurs, à travers des guerres mineures et des épidémies mineures, l'Empire a fonctionné. Son peuple vivait et mourait dans son giron, souvent sans jamais voir le cœur de marbre de la ville qui le gouvernait. Rome avait créé non seulement une capitale, mais aussi un mode de vie, un modèle qui promettait l'ordre en échange de l'obéissance, la paix en échange du silence, du pain et des jeux en échange du pouvoir. C'était un marché que beaucoup acceptaient, et pendant un certain temps, il semblait éternel. Mais le temps ne s'arrête pas, même sous les arches de pierre et les plafonds peints. Le siècle suivant allait apporter de nouvelles épreuves. Les frontières allaient se fissurer, les légions allaient se retourner les unes contre les autres, les dieux allaient être remis en question, et la paix, qui maintenait le monde uni, allait commencer à se désagréger fil après fil. Il n'y eut pas d'effondrement bruyant, il n'y eut pas d'étincelles, ni de coups de tonnerre. La chute commença comme toutes les chutes, non pas de manière spectaculaire, mais par un changement silencieux qui passa inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'Empire romain, autrefois machine à maintenir l'ordre, commença à perdre son rythme. Cela se produisit lentement au début, un faux pas ici, un silence soudain là, un sentiment que quelque chose n'allait pas dans les provinces, alors même que la capitale continuait ses rituels et ses jeux. Puis les fissures s'élargirent. En 180 après J.C., Marc Aurèle mourut, mettant fin à la lignée des empereurs qui avaient régné avec sagesse et modération. Son fils Commode hérita du trône non pas par mérite ou adoption, mais par le sang, et les conséquences de ce choix se répercuteraient pendant des générations. Commode n'était pas le pire des hommes, mais il n'était pas prêt à diriger un empire. Il avait grandi dans le privilège, était obsédé par son image, et était plus fasciné par le spectacle que par l'administration.
Il se présentait comme un gladiateur, combattait dans l'arène et considérait la gouvernance comme une scène où lui seul méritait des applaudissements. Le Sénat lui en voulut, l'armée se méfia et l'Empire, pour la première fois depuis longtemps, se sentit à la dérive. Commodus finit par être assassiné lors d'une conspiration au palais, étranglé dans son bain par un lutteur alors que Rome se préparait pour la nouvelle année. Sa mort n'apporta pas l'ordre. Elle ouvrit les portes du chaos. Au cours des décennies qui suivirent, l'Empire s'effondra. Entre 235 et 284 après JC, plus de 20 empereurs se succédèrent. La plupart des généraux militaires furent proclamés par leurs troupes dans des provinces lointaines. Peu moururent de vieillesse. La plupart furent tués au combat, assassinés par leurs propres hommes ou exécutés par leurs rivaux. Rome était devenue un champ de bataille, non pas entre nations, mais entre ambitions. Le trône n'était plus un symbole de loi. Il était devenu un trophée conquis par la force et abandonné dans le sang. Les armées se sont retournées les unes contre les autres au lieu de défendre les frontières. Les provinces se sont rebellées, des régions entières se sont séparées. En Gaule, un empire dissident a déclaré son indépendance. À l'est, la ville de Palmyre s'est élevée sous la reine Zénobie et a créé son propre domaine. Rome ne régnait plus sur le monde. Elle luttait pour se gouverner elle-même. Comme si l'effondrement interne ne suffisait pas, le désastre est venu de l'extérieur. Les tribus germaniques franchirent le Rhin et le Danube. L'empire sassanide de Perse envahit l'Est. Les villes furent pillées. Les légions furent mises en déroute. Pour la première fois depuis des siècles, les frontières de l'Empire furent franchies non pas à titre exceptionnel, mais de manière systématique. Les villages brûlèrent, les forteresses tombèrent. L'illusion d'un contrôle éternel vola en éclats. Le commerce ralentit, la monnaie se dévalua, la famine et la peste revinrent. Dans certaines villes, la population diminua de moitié. Les rues qui résonnaient autrefois du marbre et des voix résonnaient désormais de peur et de décadence. Les gens murmuraient que les dieux avaient tourné le dos à l'Empire, que celui-ci avait été puni pour son orgueil, que la fin était enfin arrivée. Et pourtant, l'Empire ne tomba pas. Au milieu de la tempête, quelques personnages se levèrent pour tenir bon. Parmi elles se trouvait l'empereur Aurélien, un soldat endurci par la frontière qui marcha avec une énergie implacable pour restaurer ce qui avait été perdu. Il reconquit les régions séparatistes, vainquit la reine de l'Est qui avait défié l'autorité romaine et écrasa les envahisseurs qui avaient osé franchir les frontières nordiques. On lui donna le titre de Restitutor Orbis, restaurateur du monde. Il construisit des murs autour de Rome même, sentant que même la capitale n'était plus à l'abri du danger. Il régna avec discipline et clarté. Mais comme tant d'autres avant lui, il fut trahi par ses propres hommes et mourut avant que sa vision ne puisse se concrétiser pleinement. La crise du IIIe siècle ne fut pas un événement isolé. Ce fut une longue perte de confiance, une génération de peur et de feu où l'Empire semblait passer d'une urgence à l'autre. Le système qui semblait autrefois si éternel s'avéra terriblement fragile. Il s'était trop étendu. Il dépendait trop fortement de la loyauté des armées et de l'illusion de l'unité. Il n'avait pas réussi à créer une véritable succession. Mais alors même que les anciennes formes s'effondraient, quelque chose de nouveau commençait à bouger en dessous. L'Empire n'était pas mort. Il avait changé. Il s'était plié sous la pression, mais ne s'était pas brisé. Et à l'horizon, un nouveau type d'empereur se levait. Un empereur qui ne prétendrait plus que la République était toujours vivante. Un empereur qui accepterait l'Empire tel qu'il était devenu et le façonnerait par le feu et les réformes. Le monde romain se trouvait à la croisée des chemins. Il avait survécu à une tempête qui aurait dû le détruire, mais le prix à payer était inscrit sur chaque mur de ville, meurtri et chaque pièce de monnaie brisée. La prochaine ère ne serait pas un retour au passé, ce serait autre chose. Quelque chose de plus dur, quelque chose qui transformerait Rome à jamais. Lorsque Dialésian monta sur le trône, l'Empire était épuisé. Il avait saigné de trop nombreuses blessures, enterré trop d'empereurs et perdu trop de terrain pour pouvoir compter sur la chance ou la tradition. Lorsque Dialésian sortit des rangs de l'armée en 284 après JC et revendiqua le pouvoir non pas par droit de naissance, mais par le contrôle de l'armée, peu de gens auraient pu deviner qu'il deviendrait l'une des figures les plus transformatrices de l'histoire romaine. Il n'était pas doté d'un grand éloquence ni d'un charisme débordant. Il apporta une structure, et c'était ce dont Rome avait le plus besoin. Pas un autre héros, pas un autre mythe, mais un homme capable d'arrêter l'hémorragie et d'apprendre à l'Empire à respirer à nouveau. Le monde dont Dialésian hérita n'était plus une ville régnant sur plusieurs autres. C'était un ensemble fragile de provinces, de cultures, de langues et de frontières en ruine. Il comprit qu'aucun homme ne pouvait régner seul sur tout cela, même avec la faveur des dieux ou la force militaire. Il créa donc quelque chose de nouveau. Il divisa l'Empire non pas dans le chaos, mais dans la symétrie. Il nomma un co-empereur, Maximien, et lui confia le contrôle des provinces occidentales, tandis que Dialésian régnait sur l'Est. Ensemble, ils régnaient sur un pied d'égalité.
chacun portant le titre d'Auguste. Ils nommèrent ensuite 2 empereurs juniors sous leurs ordres, les Césars, qui les assisteraient dans la gouvernance et seraient prêts à leur succéder. Ce système, appelé tétrarchie, n'était pas conçu pour la gloire, mais pour la fonctionnalité. Il donna à l'Empire 4 centres d'autorité, 4 capitales, 4 paires de mains pour tenir les rênes. Ce n'était pas un retour à l'ancienne République, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Mais Dialésian ne s'arrêta pas à la tétrarchie. Il réforma l'armée, augmenta ses effectifs et la déploya de manière plus stratégique le long des frontières. Il révisa le code fiscal, introduisit une nouvelle monnaie et mit en place une bureaucratie capable de gérer le fardeau quotidien de l'Empire. Il exigeait la loyauté non seulement envers l'État, mais aussi envers la personne de l'empereur, rehaussant sa propre image avec des titres et des cérémonies qui étaient autrefois étrangers à la tradition romaine. Il portait des robes, ornées de bijoux, exigeait que ses sujets s'inclinent devant lui et se faisait appeler Dominus ad Deos, Seigneur et Dieu. L'empereur n'était plus le premier citoyen. Il était une figure sacrée, éloigné du Sénat et du peuple, un être d'ordre au-dessus du chaos du monde. C'était une rupture radicale avec le passé, mais le passé avait échoué. Dialésian n'avait que faire de la nostalgie. Il s'intéressa également à la religion. Le monde romain regorgeait de dieux, des dieux anciens, des dieux nouveaux, des dieux d'Égypte, de Perse et d'Orient. Mais une croyance en particulier le troublait. Le christianisme s'était répandu dans les villes et les campagnes, pratiqué en secret et en public, attirant des convertis parmi les esclaves, les marchands, les femmes et même certains membres de l'élite. Les chrétiens refusaient de sacrifier à l'empereur, refusaient de reconnaître les anciens dieux et rejetaient à l'autorité divine de l'État. Pour Dialésian, ce n'était pas seulement une hérésie, c'était une rébellion. Il lança ce qui allait devenir la dernière et la plus brutale persécution des chrétiens de l'histoire romaine. Les églises furent détruites, les écritures furent brûlées, les croyants furent arrêtés, torturés et exécutés. L'Empire brûla ses propres citoyens au nom de l'unité, mais la foi ne mourut pas. Elle se renforça et Dialésian finit par ne plus pouvoir l'arrêter. En 305 après JC, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dialésian abdiqua volontairement. Il se retira dans un palais sur la côte dalmate, s'occupant de ses jardins et vivant dans une retraite tranquille, tandis que l'Empire continuait sans lui. Son co-empereur se retira également suivant le modèle de la tétrarchie, mais le plan commença à s'effondrer presque immédiatement. L'ambition refit surface, la loyauté se fractura. Le système à 4 hommes s'effondra dans une guerre civile, et de cette guerre émergea une autre figure qui allait façonner l'avenir aussi complètement que Dialésian avait façonné le présent. Constantin était le fils d'un César, un soldat comme beaucoup avant lui et un homme forgé dans les feux de la lutte pour la succession. Il combattit ses rivaux à l'ouest, remporta des victoires sur le champ de bataille et se fraya lentement un chemin vers la suprématie. En 312 après JC, à la veille de la bataille près du pont Milvius, à l'extérieur de Rome, Constantin affirma avoir eu une vision dans le ciel, une croix de lumière avec les mots « In this sign conquer » « Par ce signe tu vaincras ». Il ordonna à ses soldats de placer un symbole chrétien sur leur bouclier. Il remporta la bataille et entra dans la ville non pas en tant que prince païen, mais en tant qu'homme animé d'une nouvelle conviction. L'année suivante, il promulgua l'édit de Milan qui accordait la tolérance légale au christianisme et mettait fin à la persécution officielle. Ce n'était pas encore une adhésion totale, mais c'était le début d'une transformation qui allait profondément toucher chaque temple, chaque ville, chaque foyer de l'Empire. Constantin fit plus que soutenir une nouvelle foi. Il remodela la géographie même de l'Empire. Il déplaça la capitale vers l'est, loin de Rome, loin du Sénat et loin du poids des anciennes institutions. Il choisit le site de l'ancienne ville grecque de Byzantium, stratégiquement perchée sur le Bosporus, et la reconstruisit pour en faire un nouveau centre impérial. Il la remplit de palais, d'églises, de forums et de murs. Il la nomma Constantinople. Ce faisant, il déplaça le cœur du monde romain vers l'est, où la richesse était plus grande, les villes plus nombreuses et les frontières plus faciles à défendre. La vieille ville de Rome, bien que toujours honorée, commença à perdre son importance en tant que centre politique du pouvoir. Une nouvelle Rome était née. En 324 après JC, Constantin devint l'unique empereur d'un empire réunifié. Il régna jusqu'à sa mort en 337 après JC, se convertissant à la foi chrétienne avant de mourir, premier empereur à mourir en tant que disciple du Dieu, même que ses prédécesseurs avaient autrefois tenté d'effacer. Sous son règne, le christianisme s'est répandu dans la loi, dans l'administration et dans le cœur des gens. Les temples païens n'ont pas disparu du jour au lendemain. Les anciens dieux avaient toujours leurs adeptes, mais le courant avait changé. L'Empire était en train de devenir quelque chose de nouveau. À la fin du IVe siècle, le christianisme n'était plus une minorité tolérée. C'était la religion d'État.
Les temples de Jupiter et de Mars ont cédé la place aux cathédrales. Les images des empereurs partageaient désormais l'espace avec celles des saints. Les rituels païens furent interdits. Le Sénat, autrefois fier porte-parole de la tradition romaine, se retira davantage dans la cérémonie. Et en 3595, après la mort de l'empereur Théodose Ier, l'Empire fut à nouveau officiellement divisé. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un système de partage du pouvoir, mais de deux moitiés distinctes. L'Empire romain d'Occident serait gouverné depuis Milan, puis depuis Ravenne. L'Empire romain d'Orient resterait centré à Constantinople. Dialésian avait divisé l'Empire pour le sauver. Constantin l'avait reconstitué et avait réorienté son âme. Ensemble, ils avaient réécrit la nature du pouvoir romain, le faisant passer d'une république à une monarchie, du polythéisme au christianisme, de Rome à Constantinople. Ce qui avait commencé comme une ville au bord du Tibre était devenu une civilisation continentale qui parlait plusieurs langues et priait de plusieurs façons. Mais alors même que l'Orient commençait à prospérer, l'Occident allait bientôt décliner. À la fin du IVe siècle, la moitié occidentale de l'Empire romain se dressait comme un géant fatigué, toujours impressionnant de par son nom, toujours enveloppé de traditions et de mémoire, mais affaibli en son cœur. Il restait grandiose en apparence, avec ses évêques et ses bureaucrates, ses palais de marbre et ses titres sénatoriaux. Mais la force qui lui avait autrefois permis de conquérir le monde connu s'épuisait. Les empereurs occidentaux portèrent la robe pourpre, mais leur autorité était de plus en plus faible. Ils comptaient de plus en plus sur les commandants militaires pour faire respecter leur politique, et ces commandants n'étaient de plus en plus souvent ni romains de sang, ni romains de culture. Ils venaient de l'autre côté de la frontière. Nés dans les forêts de Géranie ou le long des marches de Tilla, ces hommes élevés dans des tribus autrefois chassées par Rome, qui combattaient désormais dans ses armées, gravissaient les échelons et façonnaient en avenir. Le mot barbare était depuis longtemps utilisé par les Romains pour décrire ceux qui vivaient au-delà des frontières de leur monde. Ceux qui ne parlaient ni latin ni grec, ceux qui n'adoraient pas Jupiter et ne suivaient pas la loi romaine. C'était un mot qui exprimait la distance et le mépris. Mais la réalité était bien plus complexe. Les tribus dites barbares, les Goths, les Vandales, les Francs, les Saxons, les Alanes, les Huns, n'étaient pas des hordes sans cervelle. C'étaient des sociétés avec des chefs, des guerriers, des enfants et leur propre histoire. Elles commerçaient depuis longtemps avec Rome, servaient dans ses armées et admiraient ses villes. Mais alors que la pression s'intensifiait au-delà des frontières orientales, ces tribus étaient poussées vers l'ouest en plus grand nombre. Les féroces cavaliers des plaines centrales de l'Eurasie ont commencé une lente avancée, déplaçant tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Les tribus gothiques, désespérées d'échapper à la violence, se sont tournées vers Rome, non pas en tant qu'ennemis, mais en tant que réfugiés. En 376, après J.C., un groupe massif de Wisigoths s'est rassemblé le long du Danube et a demandé à traverser le territoire romain. Ils cherchaient une protection. Ils offraient leur soumission. L'empereur de l'époque, Valens, leur accorda l'entrée, mais les fonctionnaires chargés de gérer l'afflux les exploitèrent, les extorquèrent et laissèrent leur souffrance se transformer en fureur. En moins de 2 ans, les Wisigoths se révoltèrent. En 378, lors de la bataille d'Andrinople, ils affrontèrent l'armée romaine dans un combat ouvert. Le résultat fut désastreux. L'empereur Valens fut tué au combat et les 2 tiers de son armée furent détruits. Ce fut l'une des défaites les plus dévastatrices de l'histoire militaire romaine, non seulement en raison du nombre de victimes, mais aussi pour ce qu'elle révéla. Rome ne pouvait plus contrôler ses frontières. Les légions, autrefois enviées par le monde entier, avaient été vaincues par des hommes qui avaient autrefois supplié de servir sous leur bannière. Les conséquences n'apportèrent pas l'ordre. Elles apportèrent des arrangements précaires et des cycles de violence. Les Wisigoths ne furent pas chassés. Au contraire, ils restèrent à l'intérieur de l'Empire, tantôt alliés, tantôt menaces. Ils se déplaçaient souvent à la recherche de terres et de reconnaissance. Ils étaient dirigés par Alaric, un chef ambitieux et habile, qui avait autrefois servi Rome et s'était maintenant retourné contre elle. Il voulait ce que tant d'autres voulaient, une place dans le système romain, une patrie pour son peuple, la légitimité aux yeux d'un empire qui se disait encore éternel. Mais il fut rejeté, écarté par les fonctionnaires romains qui ne pouvaient voir au-delà de la vieille idée de la suprématie romaine. Il marcha donc. En l'an 410, Alaric conduisit son armée jusqu'aux portes de Rome. Cela faisait plus de 800 ans que la ville n'avait pas été prise par des mains étrangères. Ses murs avaient résisté à des siècles de guerre et de paix. Son nom était devenu synonyme de puissance et de destin. Mais l'impensable se produisit. Les portes s'ouvrirent. Les Wisigoths entrèrent. Pendant 3 jours, ils parcoururent la ville, pillant les trésors, emportant tout ce qu'ils pouvaient transporter, mais laissant beaucoup de choses intactes. Ils n'incendiaient pas la ville. Ils ne la détruisaient pas, mais ils brisaient son illusion.
Le sac de Rome provoqua une onde de choc dans le monde entier. Pour beaucoup, cela ressemblait à la fin de tout. Si Rome pouvait tomber, qu'est-ce qui pouvait encore tenir debout? En réalité, Rome était déjà en déclin depuis un certain temps. La capitale de l'Empire occidental avait été transférée à Ravenne, une ville mieux défendue par les marais et la mer. Le Sénat n'était plus qu'un organe cérémoniel. Le pouvoir réel était détenu par des généraux, dont beaucoup n'étaient pas romains, qui commandaient des armées plus fidèles à l'argent qu'à l'idée d'identité romaine. L'un de ces généraux était Stylicone, un homme d'origine vandale qui se battit pour maintenir l'unité de l'Empire, mais fut exécuté par la cour même qu'il servait. D'autres allaient connaître une ascension et une chute similaires, pris dans les filets des intrigues et des trahisons. Au fil des décennies, de plus en plus de tribus envahirent les terres romaines. Les Vandales d'Olceato traversèrent par là la Gaule pour atteindre l'Espagne, puis finalement dans l'Afrique du Nord, s'emparant de Carthage et coupant l'approvisionnement en céréales de Rome. Les Francs s'installèrent dans le nord de la Gaule. Les Huns, sous la direction terrifiante d'Attila, envahirent l'Empire par l'Est, menaçant ces deux parties. En 452, Attila marcha sur Rome, mais une délégation menée par le pape Léon II le convainquit de se retirer, bien que les raisons de ce revirement restent mystérieuses. Certains dirent que c'était grâce à la diplomatie. D'autres crurent que c'était à cause d'une épidémie, d'une famine ou d'une superstition. Quelle qu'en soit la cause, Rome fut à nouveau épargnée, mais pas pour longtemps. Au milieu du vieux siècle, l'Empire d'Occident n'était plus une force souveraine. C'était une mosaïque de provinces en déclin, de garnisons abandonnées et d'allégeances changeantes. Les empereurs eux-mêmes étaient souvent des marionnettes installées et destituées par des hommes forts de l'armée qui régnaient dans l'ombre. La lignée d'Auguste s'était réduite à des garçons et des fantômes. Et tandis que l'Empire d'Orient continuait à se renforcer depuis son siège à Constantinople, l'Occident avait entamé son déclin final. Ce qui avait autrefois été le centre du monde attendait désormais tranquillement, vidé de sa substance et s'éteignant peu à peu, tandis que de nouvelles puissances tournaient comme des loups derrière les arbres. À la fin du vieux siècle, l'Empire romain d'Occident n'était plus qu'un souvenir qui continuait d'exister sous forme humaine. Il avait tous les attributs du pouvoir, les titres impériaux, les salles de marbre, les rituels anciens, mais peu de la substance qui avait autrefois fait de Rome la maîtresse du monde connu. Les armées ne marchaient plus à l'appel du Sénat. Les lois adoptées à Ravenna résonnaient doucement, mais étaient rarement respectées en dehors de ses murs. L'empereur portait toujours la robe pourpre, mais celle-ci était désormais usée, passant de main en main entre des hommes qui savaient que les véritables décisions étaient prises par des chefs de guerre armés d'épées et fidèles à leurs propres intérêts. L'Empire occidental était devenu une scène où le dernier acte se déroulait dans le faste et le silence, alors même que le monde autour de lui changeait. À cette époque, les vastes territoires de l'Occident s'étaient fragmentés en nouveaux royaumes gouvernés par des généraux étrangers qui ne prétendaient plus être des sujets de Rome. En Gaule, les Francs et les Béandians avaient établi des colonies permanentes. En Espagne, les Wisigoths gouvernaient leur propre cour et leur propre territoire. En Afrique du Nord, les Vandales s'étaient emparés de Carthage, régnaient sur les routes maritimes et avaient même pillé Rome une nouvelle fois en 455 après J.Q.C. Cette fois-ci, ils laissèrent derrière eux une dévastation et une amertume qui resteraient gravées dans les mémoires bien plus longtemps que les dégâts matériels. Ces nouveaux royaumes parlaient encore de Rome avec une sorte de révérence héritée, mais ils ne lui obéissaient plus. L'Empire existait encore de nom, mais ses frontières n'étaient plus respectées. Le monde avait changé et l'Empire n'avait pas su s'adapter. En Italie, une nouvelle figure avait émergé, non pas issue des anciennes familles sénatoriales, ni de la lignée d'Auguste, mais des rangs de l'élite barbare. Il s'agissait d'Odoa, un commandant d'origine germanique qui avait combattu au service de Rome et comprenait mieux les structures du pouvoir que la plupart de ceux qui en étaient issus. En 476, après J.C., l'empereur d'Occident était un jeune garçon nommé Romulus Augustulus, placé sur le trône comme une marionnette par son père, qui agissait comme la véritable autorité derrière lui. Le nom lui-même était lourd de symbolisme. Romulus comme le fondateur mythique de Rome et Auguste comme le premier empereur. Mais le garçon n'était pas un fondateur. Il n'était pas un souverain. Il était une figure de proue prise dans un courant qu'il ne pouvait arrêter. Odoacius rassembla ses forces et marcha sur Ravenne. Il ne vint pas avec des légions conquérantes. Il ne brûla pas les villes et n'exigea pas de tribut. Il se contenta de destituer le dernier empereur et d'informer la cour orientale de Constantinople qu'aucun nouvel empereur ne serait nommé. Il n'y avait pas besoin de 2 empereurs. Il déclara que l'Occident serait désormais gouverné par des rois. Les insignes impériaux, la couronne, la robe pourpre et le sceptre furent envoyés à l'Est en signe de respect ou peut-être de finalité. Et par cet acte discret, l'Empire romain d'Occident prit fin.
Il n'y eut pas de bataille finale. Il n'y eut pas de funérailles publiques. Le Sénat continuait de se réunir. Certaines villes continuèrent de suivre la loi romaine. Les évêques continuaient de s'exprimer en latin. Mais l'idée d'une Rome comme puissance unique s'étendant d'un océan à l'autre avait pris fin. Il ne restait plus qu'une mosaïque de royaumes et de cultures, chacun portant des fragments de l'héritage romain vers un avenir qui ne serait plus appelé romain. L'Empire d'Orient, centré sur Constantinople, allait perdurer pendant près d'un millénaire. Mais l'Occident, la Rome de César et de Cicéron, d'Auguste et de Marc Aurèle, des triomphes de marbre et de la loi de fer, était passé à l'histoire. Pour ceux qui l'ont vécu, la chute ne s'est pas produite en un instant. Elle s'est plutôt déroulée comme un crépuscule, comme une ville où les lumières s'éteignent lentement, une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des ombres. Les agriculteurs continuaient de labourer leurs champs. Les commerçants continuaient d'emprunter les anciennes routes. Les églises continuaient de sonner leurs cloches. Mais le monde avait changé. L'Empire qui avait autrefois nommé les mois, cartographié les cieux et régné sur les rois, n'avait laissé derrière lui que des échos. Et dans ces échos, une nouvelle Europe allait naître. Lorsque l'Empire romain d'Occident prit fin tranquillement au vieux siècle, le monde ne détourna pas soudainement son regard de Rome. À l'Est, l'Empire était toujours debout. Ses routes bourdonnaient encore du commerce. Ses tribunaux rendaient encore la justice. Ses armées marchaient encore en formation. L'ancienne capitale sur le Tibre était devenue fragile. Mais la nouvelle capitale sur le Bosphore commençait tout juste à étendre sa puissance. Cette ville, fondée par Constantin et nommée en son honneur, était devenue une forteresse de pierre et d'or, entourée de murs maritimes et protégée par des remparts qui semblaient s'élever de la mer comme les remparts d'un mythe. Constantinople n'était pas une copie de la vieille Rome. Elle était différente, façonnée par des siècles de pensée grecque, d'influence orientale et de croyances chrétiennes. Elle se trouvait au carrefour des mondes, là où l'Asie rencontrait l'Europe, et elle portait fièrement le nom de Rome longtemps après que la ville de Rome elle-même soit devenue une relique. Les habitants de cet empire oriental ne se sont jamais appelés byzantins. Ce nom est apparu bien plus tard, créé par les historiens pour tracer une ligne entre l'ancien et le nouveau. Mais eux ne voyaient pas cette ligne. Ils se considéraient comme des Romains. Leur empire était l'empire romain. Leur empereur était le successeur d'Auguste et de Trajan, de Constantin et de Théodose. Ils écrivaient en grec plutôt qu'en latin, priaient dans des églises plutôt que dans des temples, et habillaient leurs empereurs de robes brodées de croix plutôt que d'aigles. Mais ils conservaient les lois, les rituels et l'ambition impériale. L'ancienne République avait disparu depuis longtemps, mais l'idée de Rome vivait toujours entre leurs murs. Un empereur, plus que tout autre, allait définir cette nouvelle identité romaine. Il s'appelait Justinien et régna au VIe siècle avec un esprit aiguisé par l'érudition et une volonté endurcie par les combats. Il ne rêvait pas simplement de préserver l'Empire, mais de le restaurer. Dans les salles scintillantes de Constantinople, où les mosaïques brillaient de verre coloré et où les dômes lui s'élevaient comme le ciel au-dessus, il élabora des plans pour reconquérir les terres de l'Occident déchu. Il envoya ses généraux de l'autre côté de la mer, des hommes comme Bélisère et Narcus, qui marchèrent à travers l'Afrique du Nord et l'Italie avec précision et fougue. Ils vainquirent les Vandales à Carthage. Ils s'emparèrent de la Sicile et de Rome. Ils prirent Ravenna et la conservèrent. Pendant un bref instant, il sembla que l'ancien empire renaissait, à nouveau uni depuis les rives du Bosphore jusqu'aux montagnes de la Gaule. Mais cette réunion reposait sur des bases instables. Les guerres vidèrent le trésor. La peste revint et décima la population comme une lame. Les ennemis qui avaient été dispersés revenaient à la charge, plus déterminés et plus redoutables que jamais. Même si Justinien reconstruisit l'église Sainte-Sophie pour en faire un chef-d'œuvre de lumière et de géométrie, même s'il codifia le droit romain dans le Corpus Juris, un recueil qui allait façonner les systèmes juridiques pendant des siècles, son empire commençait à se contracter. Il s'était étendu trop loin et trop vite. À sa mort, le rêve d'une restauration complète s'évanouit avec lui. Pourtant, ce qui restait était solide. L'Empire d'Orient s'adapta. Il rétrécit quand il le fallut, il fortifia ses villes et restructura ses armées. Il observa l'émergence de nouvelles religions qui remettaient en cause ses frontières. L'essor de l'islam au 7e siècle changea tout. Les armées du califat arabe balayèrent non seulement les anciennes provinces romaines de l'Est, s'emparant de la Syrie, de la Palestine, de l'Égypte et de l'Afrique du Nord. Elles avancèrent rapidement, portées par le feu et la foi. L'Empire d'Orient perdit territoire après territoire, mais il ne céda pas. Constantinople a tenu bon. Ses murs ont résisté. Ses empereurs ont persévéré. Ils ne régnaient plus sur le monde, mais ils se gouvernaient eux-mêmes et ce faisant, ils ont maintenu la lumière romaine dans le ciel oriental. Les habitants de Constantinople ont continué à croire en leur empire. Ils priaient les saints, allumaient des bougies sous des icônes dorées et débattaient de théologie avec la même intensité
que les générations précédentes avaient débattu de politique. Ils appelaient leur empereur Basileus, et celui-ci était à la fois souverain et protecteur de la foi. L'Église et l'État étaient devenus indissociables, et ensemble, ils façonnèrent une culture unique au monde. L'art byzantin rayonnait d'or et de mystère. La diplomatie byzantine agissait avec une patience prudente. La survie de Byzance dépendait non seulement de ses armées, mais aussi de sa compréhension du délicat équilibre entre la guerre, le mariage, la religion et le commerce. Pendant des siècles, cet empire se dressa entre l'Europe et les puissances montantes de l'Orient. Il était un bouclier, un miroir, un souvenir devenu réalité. Et à travers tout cela, le nom de Rome est resté. Gravé dans la pierre, murmuré dans les prières, porté par la langue et la loi. L'ancienne capitale avait disparu, mais l'idée survivait. Elle vivait dans chaque citoyen qui se disait romain. Elle vivait dans chaque loi écrite au nom de l'empereur. Elle vivait chaque matin lorsque les cloches de Sainte-Sophie sonnaient dans toute la ville et rappelaient au monde que, même si le temps avait passé, l'Empire n'était pas encore fini. L'Empire romain d'Orient avait résisté à des tempêtes qui auraient noyé des puissances moins importantes. Il s'était plié, mais n'avait pas cédé sous le poids des invasions, des rébellions, des épidémies et des bouleversements religieux. Son peuple avait vu le monde changer autour de lui, avait vu des royaumes s'élever et s'effondrer, avait vu la carte de l'Europe se transformer comme du sable dans le vent. Mais ils continuaient à se considérer comme romains. Ils se rassemblaient toujours sous leur dôme doré et chantaient des hymnes à l'ombre de mosaïques qui brillaient comme des rayons de soleil capturés dans la pierre. Ils croyaient que leur ville était éternelle. Ils croyaient que leurs murs ne tomberaient jamais. Et pendant des siècles, il sembla qu'ils avaient raison. Mais aucun empire ne dure éternellement, pas même celui qui a survécu à son jumeau. Pas même celui qui est protégé par 3 cercles de murs et le port le plus profond du monde connu. Le déclin de Constantinople ne fut pas soudain. Ce fut un lent dépérissement, une perte de souffle qui s'étendit sur plusieurs générations. Au XIe siècle, l'Empire était devenu plus petit et plus fragile. Ses armées n'étaient plus les rangs disciplinés d'autrefois. Son économie vacillait sous le poids de la guerre et des déséquilibres commerciaux. La montée en puissance des Turcs seldjoukides à l'est poussait contre ses frontières. L'Anatolie, autrefois le cœur de l'approvisionnement en céréales et en soldats de l'Empire romain, échappa au contrôle impérial. Les défaites sur le champ de bataille commencèrent à sembler permanentes. Les ressources s'épuisèrent, emportant avec elles la confiance qui animait autrefois les rues pavées de marbre de la capitale. Puis vint le moment qui brisa plus que le territoire. En 1204, pendant la 4e croisade, une armée de chrétiens latins d'Europe occidentale tourna ses épées non pas contre les musulmans de Terre Sainte, mais contre la ville de Constantinople elle-même. Séduits par la politique, la cupidité et les promesses non tenues, ils attaquèrent la ville qu'ils avaient juré de protéger. Ils franchirent les murs. Ils pillèrent les églises. Ils brûlèrent les bibliothèques. Et pendant 3 jours, la reine des villes fut réduite en cendres et en cris. Les reliques sacrées furent emportées, l'or fut fondu, les moines furent massacrés, les femmes furent traînées hors des sanctuaires. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était une humiliation. Et elle n'était pas le fait d'ennemis étrangers, mais de ceux qui se réclamèrent de la même foi. L'Empire fut divisé en plusieurs morceaux, gouverné par des seigneurs occidentaux qui ne comprenaient ni sa langue, ni ses lois, ni son âme. Mais même alors, il n'était pas vraiment mort. En 1261, les forces byzantines reprirent la ville et rétablirent le pouvoir impérial. Les empereurs revinrent, les liturgies reprirent, les mosaïques furent réparées. Mais quelque chose d'essentiel avait été perdu. Constantinople avait survécu, mais elle avait été blessée de manière irréparable. Les années qui suivirent furent des années de survie. L'Empire n'était plus que l'ombre de lui-même, confiné à la ville et à quelques territoires éparpillés en Grèce. Les empereurs n'étaient plus les souverains d'un vaste domaine. Ils étaient or les gardiens d'une relique, les intendants d'un héritage qui remontait à Auguste et Romulus, mais ils ne pouvaient plus commander des armées ni influencer le cours des nations. Et tandis que l'Empire dépérissait, une nouvelle puissance s'élevait. Les Turcs ottomans, forgés en Anatolie, organisés et implacables, se rapprochaient de plus en plus du cœur du monde byzantin. Ils conquirent ville après ville, province après province, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Constantinople. Les murs étaient encore solides, l'esprit était encore fier, mais le nombre n'avait plus d'importance. Les armées n'étaient plus à la hauteur. Les Ottomans encerclèrent la ville avec des canons et des tours de siège. Au printemps 1453, le sultan Mehmed II lança son assaut final. Pendant 53 jours, les défenseurs de Constantinople résistèrent. Citoyens, moines, soldats et volontaires étrangers combattirent côte à côte le long des murs. La ville pria dans les églises, chanta depuis les toits et attendit un miracle, mais aucun miracle ne se produisit. Le 29 mai, les murs furent percés. Les portes furent prises d'assaut et le dernier empereur, Constantin le Finlandais,
descendant d'une lignée vieille de plus de 1000 ans, mourut l'épée à la main à la dernière barricade. Son corps ne fut jamais retrouvé. La ville tomba. La grande cathédrale Sainte-Sophie fut vidée, ses autels dépouillés, ses cloches réduites au silence. Elle fut ensuite consacrée à nouveau, non pas comme basilique chrétienne, mais comme mosquée. Les Ottomans défilèrent dans les rues, non pas comme des destructeurs, mais comme des conquérants conscients de la valeur de ce qu'ils avaient pris. Constantinople devint Istanbul. Et l'empire qui avait autrefois régné de la Bretagne à l'Égypte, de la Gaule à la Mésopotamie, rendit son dernier souffle. Et pourtant, même dans la mort, Rome ne disparut pas. Elle continua de vivre dans les lois transmises au royaume et aux cours d'Europe. Elle continua de vivre dans le langage de la science et dans la forme des églises. Elle continua de vivre dans l'architecture des cathédrales, dans l'organisation des armées, dans les rêves des empereurs qui viendraient des siècles plus tard et se nommeraient César en russe et en allemand. L'idée de Rome avait survécu à la ville elle-même. Elle était passée du mythe à la réalité, puis était revenue au mythe. Au final, l'Empire romain avait duré plus de 2000 ans. Des collines d'un village de bergers près du Tibre, aux murs dorés de Constantinople au bord du Bosporus. Il avait conquis, gouverné, s'était adapté et avait perduré. Il avait rédigé des lois, élevé des dieux, enterré des nations et murmuré à travers le temps que le pouvoir pouvait être éternel. Mais le pouvoir ne l'est jamais. Seule la mémoire perdure. Seule l'histoire demeure. Et celle-ci, cette histoire de marbre et de sang, de dieux et d'empereurs, de siècles façonnés par la vision et la violence, est désormais la vôtre. Bonne nuit.